Salut les crinqués, c'est Sylvain The Animator Bureau. Depuis quelques semaines, ma moyenne au bâton est pas très élevée. On a parlé de magie. Je pensais qu'on allait parler de tour de cartes. On a parlé policier. Je pensais qu'on allait parler de patrouilleur d'honneur de contravention. On a parlé d'érotisme. Je pensais qu'on allait parler de sexe. Quoique, la ligne était plutôt mince. Et au dernier épisode, on a parlé de cyber machin, là. OK? Mais aujourd'hui, j'ai mis un polo blanc. J'ai mis des jeans bleu pâle. J'ai mis des bas blancs. J'ai mis des souliers noirs. J'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Et j'ai une barbe de 2 jours. Puis en plus, je mange un beigne. Donc j'en prends une bouchée. Épisode 44. Les Simpsons. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Craqués. J'ai même pas fini ma bouchée de beigne. Faut jamais parler de la bouche. Non, c'est vrai. Là, c'est correct. Salut les craqués et bienvenue à cet épisode sur les Simpsons et autres familles dysfonctionnelles. On va démontrer aujourd'hui que les Simpsons, c'est big. Même que ma moyenne au bâton est encore pas si élevée que ça parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus big que je pensais. Ah ouais. Et qu'on avait probablement tous et toutes un peu de Simpsons en nous. Donc, salut Marc, le gars des bandes dessinées gagnants. Salut! Oh. Salut Martin Flanders Boisvert. Yeah! Oh. Et salut Eric Willy Bourgoin. Oh oui! Et là, je peux bien vous expliquer un peu. Là, Marc, le gars des bandes dessinées, ai-je besoin de rajouter des détails? Salut The Animator. Mais... Ouais, moi, je suis habillant au maire. Ben, c'est ça. Okay. T'es pour dire, Bon. t'es pas pour réchapper les autres, toi, là. Non. Marc, le gars des bandes dessinées, Ben. évidemment, là, c'est pas des références physiques là, que je fais, là. OK? Mais Marc, si on parle de bande dessinée, puis qu'on est un peu à côté de la traque, il va nous ramener. Ah, c'est clair. OK? Martin, regarde, Flanders, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. OK? Oh! Non, mais c'est vrai. Oh oui, c'est correct. Je prends le Flanders compliment. tombe peut-être sur les nerfs d'Homer, mais c'est probablement le seul. Oui. Non, mais Flanders, il est gentil avec tout le monde l'aime, mais Homer, puis là, je parle pas de moi, là, je parle du personnage. Ouais, c'est ça, de Oui. spécifier un peu. Le personnage, peut-être, a un peu de difficulté. Et pour ce qui est de Willy, Ah, moi, je sais pourquoi, là. ouais, mais Willy est roux, donc en anglais, on appelle ça un redhead. Oh! OK, premièrement. Et c'est le seul de la gang qui porte le kilt. Hey, je suis le seul de la Non, gang. ben, à moins que tu réussisses à convaincre Martin, là. Ah, il y aura pas de misère. Ouais. À porter le kilt. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des Simpsons. Juste avant, Marc a vu Black Panther. Oh Yes. oui. Alors, comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé que c'était pas un film de super-héros, j'ai trouvé que c'était un film. OK. J'ai trouvé ça absolument génial. Pour une fois qu'on a... tant on avait vanté Logan pour cette contenance adulte-là, là, ce qui n'était absolument pas le cas selon moi, ici on a réellement un film avec des enjeux actuels, un questionnement, un vilain qui a des motivations qui se tient, et bon Dieu, c'est des motivations dans lesquelles on croit, sans en être d'accord, mais on y croit à ce vilain-là. Puis j'ai adoré tout ce concept-là de dualité entre les deux. Je veux dire, premièrement, les deux personnages principaux, ils ont le même but en tant que tel. Oui. C'est de sauver cette communauté noire. Puis pour les gens qui pensent qu'ils vont trop loin, là, en disant que les Noirs, là, ils sont encore opprimés, là, sortez de chez vous. Là, parce C'est que ça. je veux dire, c'est un film qui était nécessaire, qui était qui est brillamment écrit. En partant, il y a une écriture extraordinaire au niveau scénaristique. Il n'y a pas de trou scénaristique, contrairement à les autres Marvel. Et je trouve qu'on va vraiment s'attaquer à des sujets qui sont très actuels. Et on le fait de belle façon sans oublier le côté spectaculaire. Alors, c'est la preuve qu'on peut avoir ce côté spectaculaire-là. Non, parce que c'est très beau, là.
très très beau, qu'on peut vraiment aller chercher cette jeune génération-là, aller chercher la plus vieille génération, aller chercher tous les gens qui ont rien à voir avec les super-héros, puis les amener autour d'un film qui parle à tout le monde. C'est sûr que ça s'adresse particulièrement à la communauté noire. C'est un film sur la diversité qui a été fait par un noir, le casting est noir. J'ai trouvé ça sublime. Le casting est extraordinaire. Dans le fond, lui que j'ai trouvé le moins bon, c'est Black Panther. Pas parce qu'il est moins bon, mais j'ai trouvé que les autres sont meilleurs. Tellement volé la vedette. Michael B. Jordan en Killmonger. Il est extraordinaire. Là, on a vraiment un personnage qui a connu la réalité de la rue, qui s'est fait abandonner par son peuple. Son père s'est fait assassiner, parce qu'on va se le dire, là, il s'est fait assassiner par le père à T'Challa. Là. La seule qui est allée le chercher, c'est l'armée. Il a vu ce que son peuple vit, puis il voit que son peuple, le Wakanda, a la possibilité de sortir tout ce genre-là de la misère, mais ils le font pas. Je veux dire, quand il en parle, tu te dis, ben, Colin, ça a de l'allure, ce qu'il dit. Je suis pas d'accord parce que je suis pas quelqu'un. Il est très idéaliste, puis il est très visionnaire. Mais ses objectifs, ils sont valables par rapport à ce que lui a vécu. Tandis que T'Challa, c'est totalement le contraire. Il a vécu dans l'opulence. Ben, ils sont conformistes, puis ils sont traditionnalistes. Je veux dire, il a été riche toute sa vie. Il n'a jamais été dans le besoin. Il n'a pas connu la misère. Il est pogné avec ses ancêtres qui a vraiment fermé Wakanda. Il veut aller plus loin. Mais sa blonde a pensé un peu et voilà, pareil, mais c'est là qu'on a toute cette panoplie de personnages autour qui fait avancer l'histoire, avec cette merveilleuse personnage-là qui est un genre d'espionne qui, elle aussi, veut ouvrir le monde sur le Wakanda, puis veut faire changer un peu la vision. Le personnage du général qui est extraordinaire, qui, elle, n'est que pour la protection du roi du Wakanda. Personnage très physique du personnage. Peu importe le roi. Peu importe le roi, elle va y aller. Elle est pour le Wakanda. Elle va y aller. Mais bon Dieu, le personnage de la sœur à T'Challa, cette relation entre les deux, c'est extraordinaire de voir ça. Tu sais, T'Challa, il est le roi tout le temps, à part quand il est avec sa sœur. Parce qu'elle le remet à sa place, mais c'est elle qui la gronde, qui le gronde sur la terre aussi, là, qui lui dit, attends un peu mon homme, là. Tu sais, je dis, oui, t'es Black Panther, ça, mais t'es un homme, là. Puis t'as des responsabilités. Puis tes responsabilités, ben, c'est pas rien qu'envers nous, c'est envers tout le monde. Et je jubile à la prochaine rencontre entre Tony Stark et ce personnage-là, où ce que Tony va voir que ces petites babioles électroniques qui sont des pacotilles à comparer de ce qu'elle fait. C'est une autre chose. C'est extraordinaire. Le seul bémol, c'est que j'aurais aimé voir plus Wakanda. On le voit pratiquement pas. Quand on le voit, on voit le laboratoire. On voit pas la ville. J'aurais aimé ça que je promène plus dans la ville, plus qu'on le voit tout ça. As-tu vu le gorille? Oui. Écoutez, il est dur à manquer, hein? La tribu qui est partie dans les montagnes, extraordinaire. Quand il parle à l'agent de la CIA, puis qu'il dit va te manger. Écoute, il dit je vais manger tes enfants, moi te donner des enfants, puis après il dit fait compte, nous autres on est végétariens. J'ai trouvé ça là sublime. Bon, la bataille à la fin est un peu inutile parce qu'on savait qu'est-ce qui allait se passer. Ben, c'est encore c'est court comme combat. C'est encore le combat dans la dans la plaine. Dans un entrepôt. Là. C'est ça. Mais on savait tous qu'à un moment donné, il allait mettre les armateurs pour se mettre ensemble. Là. Puis la mort de Killmonger, excusez-moi, les gens qui l'ont vu, qui l'ont pas vu, je m'en fous des spoils, là, mais quand T'Challa il dit tu sais je peux te sauver, puis qu'il dit non, je préfère se couler avec les dans le bateau avec les esclaves que venir du côté des envahisseurs. Dans le fond, il traite T'Challa de collabo total. Là. Même dans la mort, il respecte ses convictions. C'est un rancunier. Non, c'est même pas un rancunier, c'est quelqu'un qui croit tellement à la survie de son peuple qui fait le... C'est un idéaliste. C'est un idéaliste, puis il se sacrifie pour ça. Écoute, pour moi, là, c'est le meilleur. De MCU, là, j'ai pas vu rien qui accote ça au niveau scénaristique. Là. Il est pas parfait au niveau visuel, il est pas parfait au niveau... tu sais, il y a des petits temps morts, il y a des affaires un peu qui coulent un peu moins, mais au niveau scénaristique, là, c'est extraordinaire. Parce qu'on parle souvent que c'est des films de MCU, c'est rien que du CGI, puis c'est pas sérieux, il y a pas de questionnement, c'est rien que du bliap, c'est rien que des explosions. Ben ça, c'est pas ça, là. Je veux dire, si quelqu'un me dit qu'il a pas vu
le message que les auteurs, d'ailleurs l'auteur qui a travaillé là-dessus travaille également pour les BD, s'il y a personne qui a vu le message que ces gens-là voulaient passer, là, ben arrêtez d'écouter des films là, parce que vous ne connaissez rien. Là. Je veux dire, le questionnement, moi, c'est venu me chercher. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu avoir en sortant du cinéma. En sortant du cinéma, j'aurais dit, waouh, visuellement, c'est beau, mais c'est après, avec réflexion, que tu te rappelles toutes les petites passes, tous les petits détails que tu te dis, mon Dieu, que c'est bien écrit. Honnêtement, là, j'ai trouvé ça super bien écrit. Très, très, très beau film, très beau personnage, puis j'espère que ça va amener les jeunes et les moins jeunes à en connaître plus, parce que le personnage-là, il a été créé pour une raison. Puis c'est une raison qui était quand même assez importante. Moi, si je peux apporter un petit commentaire, Marc, j'ai l'impression que c'est le film qui va faire le futur du MCU. Là, on a la sœur qui, le côté très technique, qui va probablement prendre la place de Tony Stark. Ah oui, on dirait qu'on est en train de préparer la phase 4 avec ce film-là. T'Challa qui va être un des personnages principaux, tout ça. Je pense que Kevin Feige a une vision d'avenir plus grand et ce film-là peut peut-être donner une idée de ce que ça va être, le genre de film qu'on va avoir dans la phase 4. Ouais, mais avez-vous vu pour la BD les nouveaux Avengers? Non. OK? Non. Les nouveaux Avengers dans la BD, c'est Black Panther, c'est Captain Marvel. À part ça, je pense que c'est Ant-Man. Tous des personnages qui sont là. C'est ça. Voilà, C'est ça. Je me demande s'il n'y a pas Namor, par exemple, mais moi, je ne dirais pas qu'il l'amène. Là. Ouais, sûrement qu'il pourrait l'amener. Surtout qu'avec un Aquaman qui n'a pas été très, 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 très fort, ça serait une bonne occasion. Ouais, mais là, le film n'est pas sorti, puis ça va sûrement gagner des Oscars. Probablement. Bon, on passe... meilleur costume, quelque chose du genre. Ouais. Mais il y a quelque chose... C'est quand on parle d'adaptation, là. Je veux dire, c'est ça une adaptation. Oui. Là. C'est de prendre le personnage comme il est, son importance par rapport à son message culturel, de l'adapter à notre société d'aujourd'hui, à un message qui est plus actuel. Mais semblable. Semblable, de le faire évoluer au niveau du costume, au niveau des décors et tout ça. C'est sûr que c'est différent des BD des années 60. Il n'y avait pas de cap, bonne affaire. Bonne affaire. Mais c'est ça une adaptation. Une adaptation réussie, pour moi, là, c'est pas du copier-coller. Des fois, oui, ça peut être le fun, mais ça en est une belle adaptation. Absolument. On s'adapte au bout du jour. C'est ce qu'ils n'ont pas été capables de faire avec Age of Ultron, exemple. Là. Ben, ils l'ont fait là, clairement avec Black Panthers. Là. Puis c'est vraiment sublime. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis c'est clair et net que pour moi, là, ça s'en vient direct dans ma vidéothèque. Bon, on va espérer qu'il le fasse avec Infinity War. Ouais, ça, je commence à avoir des doutes, là. Ouais. C'est sûr laissons la chance aux coureurs, parce que j'ai l'impression que tout ce qui sort présentement sur l'Internet, là, il y a beaucoup d'intox. Parce qu'on l'a vu qu'il avait comme tourné 2 bandes annonces, il a tourné des scènes avec Thanos qui était pas là pour essayer de cacher des affaires. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a pas longtemps? Je me suis déplugué, puis ça fait du bien. Là. Je pense que le scénario, là, il a fuité un peu sur Internet. Là. Je suis pas sûr que c'est le vrai scénario. C'est ça, parce qu'on a quand même vu l'omnibus avec des post-it. Effectivement. Sur les lieux de tournage. Ils la connaissent, l'histoire d'Infinity War. Infinity Gauntlet. Tout le kit. Là. Moi, je pense que oui, ils la connaissent. Hey, juste avant de commencer pour les Simpsons, rappelons que le podcast, évidemment, est sur podcastdécrinqué.website, accessible par plein de plateformes. On est en vidéo. On a aussi maintenant notre chronique sur la radio de Québec. Oui. Ça a commencé cette semaine. Je m'entretiens avec un vieux pote de radio que j'ai connu il y a de cela bien des années, mais lui voulait entendre parler de culture geek populaire. J'ai dit oui, présent. Donc c'est aux 2 semaines. À quelle chronique comme ça ici? Ben j'en parle tout le temps, moi. Ils vont dire que je fais toujours une chronique, moi. Et c'est vrai que nos vidéos, c'est en collaboration avec Dr. Phone. Oui. Donc, salutations à Mathieu. On lui a proposé une DeLorean en Lego cette semaine. Mais, par exemple, c'est vrai, j'ai vu quelqu'un se faire photographier avec une vraie DeLorean. Je pense dans le coin de Québec, il y a eu quelque chose sur Back to the Future à Beauport ou quelque chose comme ça. Mathieu, il a vu ça, c'est clair. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il l'a vu avant nous autres. C'est sûr. Donc, les Simpsons, on en parle aujourd'hui. On va changer un petit peu l'ordre
de la façon qu'on fait ça d'habitude, parce que les Simpsons, en partant, c'est surtout la TV. Là. Oui. Mais Marc va nous parler de références culturelles. Oui. On va parler de films, Oui. de Simpsons, mais de familles Oui. dysfonctionnelles aussi. Des jeux des Simpsons, ça se peut qu'on en parle. Un peu, ouais. Moi, Hey, tabarouette. hey, j'ai ressorti mon Opération. Que c'est Homer qui est sa table, mais c'est vraiment lui qui crie quand t'accroches le métal. Ah non, il crie solide, là, tu y arraches de quoi, là, c'est sûr. Donc, les Simpsons, pourquoi c'est si big que ça? Moi, je pensais que c'était cette année les 30 ans, mais c'est pas vrai. 25? Non, c'est 30 ans. La première fois, c'est l'an passé, alors que les Simpsons sont apparus en court segment de l'émission le Tracy Ullman Show. Okay? Il y avait des petits segments de 30-40 secondes à peu près entre les sketchs. Puis ça, on en voit dans le premier coffret des Simpsons. On en a. Les dessins sont abominables. C'est ça que tu disais cette semaine à ton à l'animateur de Québec. Que dans le fond, tu l'as pas tu l'as ramené à l'ordre, mais tu l'as éduqué là-dessus. C'est ça. Parce que pour lui, les Simpsons, c'est que ça a commencé à la télévision comme tout le monde les a connus là. Exactement. Mais pour ce qui est de la télésérie, ça va faire 30 ans en décembre 2019. Donc l'année prochaine, on est présentement dans la 28e saison. Attends un petit peu, là, j'ai tellement pris de notes là. Oui. Ouais, c'est ça. On est dans la 29e saison présentement. Mais avant de parler des Simpsons, je pense qu'on peut pas passer à côté des pierres à feu. OK? Et j'explique pourquoi. La référence? Ben, les pierres à feu, c'est sûr qu'aujourd'hui, on dit pierre à feu, famille dysfonctionnelle. Non, là. Mais ça a commencé en 1960 jusqu'à 1966 et il n'y a personne ici autour de la table qui était né quand les Flintstones, les pierres à feu, sont sortis de l'antenne. Tout ce qu'on a vu des pierres à feu, vous et moi, c'est des reprises. Ouais. C'est sorti avant les Jetsons aussi, hein? Oui. Mais les pierres à feu, c'était la première série de dessins animés à heure de grande écoute. C'était pas évident de vendre ça à des commanditaires, mais c'est devenu hyper populaire. Et pour l'époque, c'était presque une famille dysfonctionnelle, les pierres à feu, parce que les familles à la télé étaient tellement parfaites. Ah oui, papa a raison, genre. Exactement. Puis même les séries de type Ma sorcière bien-aimée, il n'y avait pas personne qui disait à son voisin qui riait un peu, m'a te mettre mon poing d'en face, là. Ben non. OK? Ce que Fred Caillou a souvent fait avec Arthur. Et c'était aussi la première série adaptée pour le public local. OK? Les pierres à feu au Québec, pour les Québécois, c'était une émission québécoise, les pierres à feu. À cause des voix québécois aussi. Les références aussi. Les voix, les références. Aux États-Unis, si c'était, je ne sais pas moi, Frank Sinatra, au Québec, c'était Jean-Pierre Ferroche, là, au lieu de Jean-Pierre Ferland. On changeait les noms pour des vedettes québécoises. Et au Québec, on mettait les photos des traducteurs dans le générique au début. Donc, on s'est vraiment approprié les pierres à feu. On les identifie à eux autres. Complètement. Et on a tellement vu ça en reprise en revenant de l'école le midi. Là. C'est devenu... Vrai, hein? À tous les midis. Exactement. Exactement. Ça, je pense que les voix, c'est au Québec aussi. Oui, mais ça, je... Parce que t'as... Oui. Non, tu je vais y revenir sur les voix de toute façon. Okay. Mais c'est la série animée la plus rentable pendant 30 ans. Et devinez quelle a été l'autre après. OK? Et selon TV Guide, c'est la deuxième meilleure série animée de tous les temps. Devinez laquelle est la première. Bon. Donc, ça nous amène aux Simpsons. Et il n'y a pas eu d'autres émissions du genre des pierres à feu avant les Simpsons. Entre les pierres à feu et les Simpsons... Là, les Jetsons, peut-être? Ouais, mais à heure de grande écoute... Ouais. Les Jetsons, c'était plus samedi matin. On a eu aussi la version ado des pierres à feu, alors que Agathe et Boom Boom étaient rendus ados. Ouais. Ça faisait plus Scooby-Doo un peu. Ouais, puis ils n'ont pas été chercher le même public. Non, pas du tout. Il y a eu les petits pierres à feu aussi, où Fred et Arthur étaient vraiment des enfants. Mais une série adulte
pour... non, avant les Simpsons, c'est pas arrivé. Je pensais aux Coyotes, Roadrunner, Bugs Bunny, toute cette gang-là. Ça, même à ça date des années 40. Ouais, puis c'est pas une famille. C'est ça, oui, exactement. Même à ça, une des affaires qu'ils ont faites, en tout cas, à mon avis, puis tu me corrige-moi si je suis dans le champ, parce que je veux dire, c'est ton segment, c'est toi qui connais plus ce coin-là. Le fait que ça a pogné beaucoup, c'est parce qu'ils ont été chercher. Je me souviens pas vraiment d'avoir pogné des dessins animés qui allaient chercher plusieurs auditoires. Plusieurs stades d'auditoire, on va dire. Parce que on va parler tu parlais des pierres à feu tantôt. Pierres à feu, à mon avis, à moi, oui, c'était les enfants que ça visait pas ben. Non. C'était beaucoup plus les personnes plus âgées un peu. Mais les Simpsons, là, ils vont vraiment targeter partout. Non, oui, absolument. À mon avis, là. Absolument. Mais c'est sûr que les pierres à feu ont pavé la voie un peu. Parce que quand les Simpsons sont arrivés, il y avait encore des reprises des pierres à feu. Là. C'est encore là. Donc, c'était pas la même humour, par exemple. Non, mais c'est là que je voulais en venir en partant. Quand c'est sorti dans les années 60, ça a fessé aussi fort socialement que quand les Simpsons sont sortis. Parce que quand les Simpsons sont sortis, là, Bart, c'était terrible. Quel exemple ça donnait à la jeunesse. Aujourd'hui, on trouve ça bien drôle, puis on le trouve bien fin, Bart, là. Mais en 89, c'était un anarchiste solide. Ce qu'il faisait, là, on disait ça n'a pas de bon sens faire des choses comme ça. 17 décembre 1989, c'est le premier épisode. Et vous rappelez-vous quel est le premier épisode des Simpsons? Moi, je dirais la gardienne. C'est ce que je pensais, moi aussi. Le pilote? Non. No. Non, OK, le pilote de... Le premier épisode des Simpsons. Sûr, c'était la gardienne, moi. Non, mais c'est dans la saison 1 aussi, non? OK. Le premier épisode des Simpsons, c'est l'épisode de Noël. Où ils trouvent... Le petit reine au nez rouge. Le petit reine au nez rouge, leur chien. C'est le premier épisode des Simpsons. C'est un épisode de Noël. Je les ai vus la semaine passée ou cette semaine. Ils ont passé tous les deux back-à-back avec le petit reine au nez rouge et la gardienne tout de suite après. J'aurais dû allumer. Parce que, puis ils ont passé, ça passe à la veille le soir à 4h30, 5h. Puis justement, il a passé ces deux épisodes-là, un en arrière de l'autre. J'aurais dû allumer. Fait que dans le fond, c'est probablement les deux premiers. Le vrai premier, épisode 1, tu sais, saison 1, épisode 1, ça devait être la gardienne. Mais probablement que t'as raison. C'est ça. Avec, peut-être que c'était considéré comme le pilote, donc l'épisode 0. C'est ça, c'est ça. L'épisode 0, comme on voit dans des séries. Je crois que c'est ça. Là. Les Simpsons, pour montrer l'impact de cette série-là, c'est la première série du réseau Fox à apparaître dans le top 30. Fox avait jamais eu d'émission dans le top 30 avant les Simpsons. Aujourd'hui, Fox, on dit que c'est un gros réseau, puis probablement qu'ils ont quelques émissions dans le top 30. Mais en 89, c'était la première fois que ça arrivait. En 90, on change l'émission de grille horaire et on la met en compétition avec le Cosby Show. Ça a marché? Lequel a gagné? Je ne sais pas lequel a gagné, mais probablement que c'était les Simpsons. Cosby Show, ça marche encore? Non. En 97, le 9 février, les Simpsons dépensent les pierres à feu en matière de longévité et je pense que l'épisode commence par une parodie du générique d'ouverture des pierres à feu. Et je crois avoir vu ça, oui. C'était pour souligner le fait qu'avec cet épisode-là, on les avait dépensés. En juillet 2009, les Simpsons entrent dans le livre Guinness des records en tant que comédie de situation ayant été diffusée le plus longtemps au monde. OK? Puis on est 9 ans plus tard. OK? Ça détrônait The Adventures of Ozzie and Harriet. Ça devait dater des années 50. Là, j'ai pas... honnêtement, j'ai pas connu ça. Dans les Simpsons, il y a des thèmes récurrents. OK? Le générique, c'est à toutes les semaines. C'est sensiblement le même générique. Il y a toujours le tableau noir sur lequel Bart écrit. Petite anecdote concernant le tableau.
supposément qu'il l'a changé parce qu'on voit Bart qui écrit tout le temps quelque chose. Supposément qu'il le change de temps en temps en fonction de l'actualité. Oui, C'est pas supposément. Il faisait, c'est ça. Ça change régulièrement. Fait que c'était. Le prix quand il passe Maggie sur la caisse change. Les choses changent. Il y en a un, c'était marqué NRA, puis des affaires comme ça. Là, je sais que des fois, Bart en skateboard sur la rue, c'est pas toujours le même monde qui croise. Effectivement. C'est ça. On dirait qu'il s'adapte à l'actualité. Oui. Ça, c'est sans compter aussi les débuts spéciaux. Là. C'est ça, et ça fait pas tant d'années que le tableau noir, ce que Bart écrit est en français. C'est vrai, hein? Maintenant, ce que tu vois sur le tableau, c'est en français. Évidemment, le divan à la fin du générique, il y a toujours un changement là. On sait jamais c'est quoi le punch de la fin du générique. Il y a des choses qui reviennent très souvent ou des personnages récurrents comme Sideshow Bob. OK, Sideshow Bob, il revient tout le temps, il sort de prison. Tu sais qu'il veut tuer Bart, mais il dit toujours que c'est pas pour ça, puis finalement, c'est toujours pour ça pareil. Le Quickie Mart, c'est pas un personnage, mais presque. C'est le dépanneur et la Doff. OK, la Doff. Doffman. Hein, c'est ça que j'ai oublié d'aller me trouver quelque part une canette de Doff là, pour aller avec mon habit d'Homer Simpson. Pour ce qui est des voix au Québec, et de toute façon, dans tous les pays, il y a une... On met beaucoup d'efforts à trouver les traducteurs. Et la preuve en est le coffret numéro 1 en DVD. Si vous avez ce coffret-là, c'est la traduction française qui est dessus et non pas la traduction québécoise. Ah ouais. Ça m'avait bien frustré. OK. Oui, parce que c'est pas le même punch, c'est pas le même langage. Non, là, il parle à la française, ça, là, vraiment. Sauf que ça permet de constater que Homer sonne comme Homer pareil, mais français. Et notre Homer sonnait comme le Homer américain, mais québécois. Bart, Marge, tous les personnages... Il y a vraiment, on s'est appliqué à trouver les traducteurs. Hubert Gagnon, fait Homer Simpson, mais depuis quelque temps, c'est Thierry Dubé. Mais à culpa, je l'ai même pas entendu. Moi, oui. Ouais. Je l'ai pas aimé. Ouais. Ben non, c'est pas vrai. Oui, il serait probablement bon, mais on est trop habitué à l'autre. Hein. Puis, je veux dire, ça va être ça. On n'aura pas le choix. C'est ça. Et moi, à toutes les fois que je parle d'Hubert Gagnon, je vieillis, là, parce qu'Hubert Gagnon était Picabo dans les mon Dieu, Picabo, j'ai les centaures dans la tête, les Oraliens. Oui. Ah oui. Oui. Hubert Gagnon, c'est Picabo dans les Oraliens. Okay. Mais c'est lui qui traduit, c'est lui qui traduit Homer Simpson. Okay. Et quand il traduit d'autres personnages dans des films, j'ai l'impression que c'est Homer qui traduit des acteurs, puis ça me dérange bien gros. Béatrice Picard, évidemment, c'est Marge. Joanne Léveillé, c'est Bart. Lisette Dufour, c'est Lisa. Évidemment, Bernard Fortin fait à peu près tous les autres personnages des Simpsons. Il en fait beaucoup. Il en fait un paquet. Marc Labrèche a longtemps fait Krusty. Ouais. Ah oui? Jean-Louis Millette, feu Jean-Louis Millette, a été le grand-père Simpson longtemps. Puis quand il est décédé, c'est Hubert Gagnon qui a repris la relève. Donc, tu te rendais compte que, oups, me semble que le grand-père Simpson sonne comme Homer, là, c'était parfaitement normal. Saviez-vous que les Simpsons ont failli être verts? Ah ouais? Ouais. Mais la raison pour laquelle ils ne sont pas verts, c'est que le vert coûte plus cher que le jaune. Ah ouais? Ouais. Okay. Pour ce qui est de l'animation, je savais pas ça. Pour vrai, ça aurait mal passé, me semble. J'ai imagine en vert, puis j'ai de la misère. Ouais, mais d'un autre côté, les bonhommes jaunes, on trouvait ça lettre au début, là. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que vert, ça aurait... on serait habitué. Probablement. Remarquez qu'on a écouté des Schtroumpfs combien de temps? C'est vrai. Ils sont bleus. C'est vrai. Ouais. Béatrice Picard, oui, est la voix de Marge, sauf lorsque Marge chante. Ah, c'est vrai. T'as un autre dame qui chante. Ben, c'est Joanne Léveillé, qui est la voix de Bart, qui fait la voix de Marge lorsqu'elle chante. Mais je me rappelle pas de l'avoir entendu chanter. Quelquefois, là. James Earl Jones, qui est Darth Vader, qui est la voix de Darth Vader en anglais, a déjà été la voix de Maggie. De Maggie? Ah oui. Ouais. Maggie Simpson, mais dans un épisode d'Halloween. Ah. OK? Dans un monde
parallèle, Maggie parlait et avait la voix de James Earl Jones. Et je pense, dans le même épisode, James Earl Jones revient 2-3 fois. Je pense que c'est l'épisode avec le corbeau. OK. Ça se peut-tu? Ça se peut. Jamais plus! Ouais. OK? C'était... dans la version originale, celui qui racontait le poème de Poe, Edgar Allan Poe, c'était James Earl Jones. Ça devait sonner dans un avec un système de cinéma maison. J'ai jamais entendu en version originale. J'ai tout le temps entendu en français. Fait que oui, ça devait péter certains. Là. Mais là, attention. Je vous le dis, c'est mon épisode chochotte des Crinqués parce que je vais vous parler des fois où les Simpsons nous ont mis les yeux pleins d'eau. Émotivement. Non, moi, les Simpsons me font rire. Ouais. Mais des fois, ils me pognent aux tripes. OK? Moi, là, la première fois où j'écoute un épisode des Simpsons, puis à la fin, je fais comme « Oups! » Puis c'est le punch final. C'est l'épisode où grand-père Simpson se fait une blonde au foyer. OK? Bon, le foyer qui est en ruine. Les Simpsons, la famille, ils disent « Oh, faut sortir grand-père Simpson, mais il y avait rendez-vous. » Puis là, non, je veux pas sortir, j'ai rendez-vous avec ma blonde. Puis tout le monde, ben oui, grand-papa, t'as une blonde, ben oui, viens-t'en. Et quand ils reviennent, l'ambulance est en avant. Et c'est sa blonde qui est décédée, puis c'est de votre faute, puis tout ça. Mais il hérite de la madame, et lui dit « Vous voulez que je fasse quoi avec cet argent-là? Je vais le donner à ceux qui le méritent. » Après savoir acheter un petit chapeau rouge. Exactement, avec un petit lacet sur le côté, là. Donc, évidemment, tout le monde fait la file pour avoir l'argent du grand-père Simpson. Et vers la fin, regarde tout le tour de lui que le foyer est en ruine. Donc, fait rénover le foyer et ça se termine par l'ouverture de ce qui était la cafétéria qui ressemble maintenant à une salle de bal et lui dit « Ce soir, la dignité est sur mon bras. » Solide. Là, je fais comme OK. On pourrait-tu faire écouter ça à certaines personnes du gouvernement? Probablement. Bart a un F. OK? À un moment donné, il y a un examen, il y a un F, puis il est pour doubler sa 4e année, là, s'il ne repasse pas son examen. Il étudie, il s'endort sur ses livres, il regarde tout le monde jouer dehors, et il retourne faire l'examen. Il y a encore un F. Mais là, il se met à pleurer, là. C'est à fendre l'âme. Puis là, il se met à faire plein de références. Puis le prof se rend compte que mais c'est vrai que tu étudies, je change ça pour un D, puis il est tout content. Là. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez poignant. Autre épisode, puis ça, c'est dans les premières saisons. Homer qui s'empoisonne au fougou. Ah oui. Qui est un poison, puis il est censé mourir le lendemain. Là. OK? Puis là... Il finit cette dernière nuit avec Marge. Ouais, puis c'était fait une liste. Ouais, puis Marge a fait un beau souper, a sorti la vaisselle neuve. Les enfants demandent, moi, mais pourquoi la vaisselle neuve? Puis Marge, je sais pas quoi leur répondre. Puis à un moment donné. Tourne autour du pot beaucoup. C'est ça. Tu vois Homer dans son fauteuil, de dos du fauteuil, puis à un moment donné, il échappe la télécommande. Mais là, il est-tu mort ou il s'est juste endormi? Puis le lendemain. Marge arrive, il y a de la bave sur le bord de la bouche, puis elle dit « La bave est chaude, il est vivant! » Bon, mais tu te dis, mais c'est heavy comme traitement, comme sujet. Aussi, le premier mot de Lisa. OK? L'épisode où il se rappelle que Lisa était tout petit bébé, puis que finalement, le premier mot qu'elle a dit, c'est Bart. Et tout le long de l'épisode, tu te rends compte que Bart et Lisa appellent Homer. OK? Ils l'ont toujours appelé Homer. Et la fin de l'épisode, Homer prend Maggie, l'amène dans le lit, puis il dit « J'espère que tu grandiras jamais. » OK? S'en va, Maggie se lève, enlève sa suce, dit « Papa. » Ouais. Il n'y a personne qui l'a entendu. Là, moi, ça m'avait viré à l'envers. Le suppléant. Vous rappelez-vous de l'épisode du suppléant de Lisa? Oui. Okay? Oui. Un monsieur avec une guitare, un chapeau. Lisa est en amour avec. Okay? Tu es Lisa. C'est ça. Mais justement, arrive ce qui arrive à n'importe quel prof suppléant. Le vrai prof revient. Puis elle, elle cherche à trouver le suppléant, le trouve au train. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Lui, il écrit un petit bout de papier. Il dit...
tu liras ça quand tu te sens seul, tu sais pas où tu t'en vas, puis à un moment donné, déplie le papier, puis c'est ça, c'est « Tu es Lisa Simpson », qui est écrit sur le papier. Et aussi, deux dernières choses. Moi, celui-là, je l'ai pas vu, j'ai juste vu en image. Quand l'actrice qui tenait le rôle de Mademoiselle Crabapple est décédée, ils ont retiré le personnage. OK? Il n'y a plus de Mademoiselle Crabapple dans Les Simpsons. Et Bart, sur le tableau, marque « Vous allez nous manquer, Miss Kay ». Puis là, il a l'air tout triste, mais ça passe rapidement. Troy McClure aussi, il n'existe plus. Ah oui? Parce que son personnage, lui qui le faisait est mort, puis c'était un bon ami de Matt Groening, fait qu'il a décidé de vraiment enlever le personnage. L'acteur de tous les documentaires. Troy McClure. Exactement. Et le dernier, le bal de finissant, c'est encore un épisode où ça se passe dans le passé, où Marge va au bal de finissant avec un petit frisé à lunettes, là, au lieu d'Homer, mais ça finit qu'elle a de la difficulté avec le petit bonhomme, se retrouve avec Homer, et c'est elle qui va reconduire Homer à la maison, lui, de lui dire « J'ai un problème, quand tu vas arrêter l'auto, je vais te coller, je vais t'embrasser, et je ne voudrais plus jamais te laisser partir. » OK? Et ça revient à la réalité, puis Homer dit « Et je ne l'ai jamais fait. » Mais pour ramener les choses en contexte, je pense que c'est comme ça, où on voit Bart qui fait bah en voulant dire bah, j'aime pas ça ces affaires-là. Donc, ça, c'est ma partie pour les Simpsons, mais comme on parle aussi de famille dysfonctionnelle, je voulais quand même en parler d'une autre qui s'appelle, la série, c'est Une famille presque parfaite. C'est pas des dessins animés, ça pensait à Vrac TV. Ça mettait en vedette dans le rôle du papa Mark Addy. Mark Addy, on a pu le voir en Fred Caillou dans Les Pierres à feu à Las Vegas. Et c'est lui aussi qui tient le rôle de Robert Baratheon dans la saison 1 de Game of Thrones. Le premier roi dans Trône de Fer, le père supposé du jeune qui suit, là. Ouais. Mon Dieu, comment il s'appelait ce jeune roi-là? Je me rappelle plus. Joffrey. Ah, le roi Joffrey. Exactement. Pas Jeffrey, Joffrey. Joffrey. Donc, cette série-là, moi, je voyais ça du coin de l'œil à Vrac TV. Et les immatures de la famille, c'était les parents. OK? Les enfants étaient straight, là. Puis c'était leur façon de se révolter des parents. C'était d'être, eux autres, ben droits. Dernier épisode de la série. Le plus vieux s'en va à l'université, puis là, eux autres, ils se disent « Yes! Enfin, il quitte la maison, on vide sa chambre, ça nous fait une pièce de plus. » Ben, finalement, vide la chambre, il reste la commode. Et la mère dit « Cette commode-là, on l'a jamais... Ça doit bien faire 15 ans qu'on ne l'a pas déplacée. » Ben, il y a des places derrière la commode où on voit d'ailleurs qu'ils ont peinturé tout le tour tellement qu'ils ne l'ont pas déplacée. Il y a un dessin au crayon de cire, de toute la famille avec une maison. C'est marqué « My family », ils se tiennent toutes par la main. Puis là, ils font comme « Notre fils s'en va ». Il se colle, puis la séquence d'après, le flot revient, puis toute sa chambre est restée comme elle était. OK. Fait que ça, c'est mes moments émouvants de famille dysfonctionnelle. Et c'est ça. Les Simpsons, c'est une grosse affaire. On voit que tu as aimé les Simpsons. Hein? Moi, c'est surtout les premières saisons. Ouais. Moi, j'ai été dans le pic des codes d'écoute, parce qu'à un moment donné, là, c'était 10-12 millions, puis là, c'est rendu 3-4. Là. Ouais. Moi, ce qui m'a impressionné des Simpsons, c'est, on en a parlé un petit peu hors onde, là, c'est le côté il prévoyait l'avenir, on dirait. Il était capable de prévoir, comme Donald Trump, on le voyait dans une série des Simpsons en tant que président, il l'est devenu, tu sais. Puis il y a beaucoup d'artistes qui se sont greffés. Hein? Je parle à Arnold Schwarzenegger. Je pense Kiss il était là-dedans. Ozzy Osbourne, sa femme. Moi, je me rappelle d'Aerosmith. D'Aerosmith aussi. Aerosmith, quand c'était quoi le drink inventé par Homer. Oui. C'est Mo qui décide qui garde le flambé à la Mo. Le flambé à la Mo. Tu sais, je veux dire, les artistes avaient intérêt à accepter ces rôles-là. C'était populaire. Qui est décédé maintenant. Mais justement, Marc, il y avait plein de références culturelles dans les Simpsons. Ça va être des références culturelles qui vont parler un peu plus de littérature. Ben non, il n'y a pas de problème. Je laisserai mon ami le visionneur faire des références culturelles un peu plus sur la musique. Domaine que je ne connais pas tant que ça. Je dois avouer que je ne suis pas
comment qu'on dit un fanatique? Non, mais il y a un mot pour dire un amateur de musique, là. Un mégalomane. Oh, exactement. OK. Alors, si je te dis, mon cher... Un mélomane. Un mélomane. Je pense que mégalomane, je suis pas réellement mégalomane, mais je suis un mélomane. Rentre dans un magasin, dis que t'es mégalomane. Je suis foutu, c'est clair. Si je te dis, mon cher Sylvain, et toi, tu vas peut-être le reconnaître, si la télé m'a appris quelque chose, c'est que c'est toujours à Noël qu'il y a des miracles pour des enfants malheureux. C'est arrivé à Michael Jackson, c'est arrivé à Charlie Brown, c'est arrivé au Schtroumpf et ça va nous arriver à nous. On est dans le premier épisode de tous les Simpsons. C'est quand Bart essaie de convaincre notre cher ami Homer d'aller au champ de course où ils trouveront Rodolphe, le petit reine qui va devenir le chien, qui est une référence directe à The Christmas Carol. Ah non, à le Noël de Charlie Brown. Oui. Totalement direct. D'ailleurs, Charlie Brown, qui a eu beaucoup de références dans Les Simpsons, parce que Matt Groening était un amateur de Charlie Brown. L'épisode d'Halloween, d'ailleurs, où ce que... Je sais qu'il y a un épisode où ça commence comme un générique de Charlie Brown. Où ce que l'épisode d'Halloween, où ce que la citrouille se transforme là, en... qu'elle essaie de manger ça, c'est une référence directe à Peanut, bien entendu, à notre cher ami Schultz. Marvel a eu énormément de références dans les Simpsons. On a vu Stanley beaucoup. Énormément de fois. Une des Homer qui devient Hulk. Homer qui devient Hulk, ou ce qui a essayé de vendre une figurine de la chose au lieu de Batman pour rentrer dans la Batmobile, puis qui rentre la figurine en façon dessus. C'était assez magnifique. D'ailleurs, les Simpsons ont tous été transformés en Fantastic Four à un moment donné. Oui, de toute façon, ma BD Simpson 1, c'est un hommage à Fantastic Four 1. Je peux bien... je la montrerai à l'écran, là. Où ce que Homer était la chose. Ouais. Marge était la torche humaine. Bart était l'homme Monsieur Fantastique, et bien entendu Homer, non, c'était pas Lisa, c'était Maggie qui était la femme invisible. Lisa, elle faisait rien. Bizarrement, elle faisait rien. Une autre référence directe à Bart quand il joue à un match de football. À un moment donné, il va en anglais, en français, il dit je vais vous rentrer dedans, là. Mais dans la version anglaise, il dit clairement la réplique typique de la chose à Clobbering Time. Une autre référence directement à notre cher littérature Marvel. Il y a eu beaucoup de références aussi cinématographiques rapport avec la littérature. On n'a rien qu'à se rappeler de la bagarre des Bruns contre UPS quand c'est Bart et Lisa qui se font un grand château avec les cartons, puis que les gens du PS viennent les attaquer avec les bâtons. Là, ça fait vraiment avec le dragon qui arrive. Là, c'est vraiment une référence directement à Tolkien. C'était magnifique. Je peux pas passer à côté de Tintin in Paris. Album qui n'existe pas, hein, en passant là. Alors c'est Lisa qui trouve ce livre-là dans une bibliothèque, dans une librairie, dans un des épisodes des Simpsons. Alors c'est Tintin in Paris. Alors on aimerait bien ça que cet album-là soit réel, mais ce n'est pas réel malheureusement. Non. D'ailleurs, si on décidait de le faire nous autres mêmes, on se ferait poursuivre par Moulin-Sarr. Ouais, Moulin-Sarr sont pas très 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 gentils. Ils tiennent Tintin par les castagnettes. C'est pour ça qu'on n'aura plus jamais de Tintin. Puis je pense pas qu'on ait d'autres films de Tintin non plus parce que c'est très 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 compliqué. D'ailleurs, Lisa, qui n'a que 8 ans, est une lectrice extraordinaire. Hein? Je ne peux pas vous faire la nomenclature de tous les livres qu'elle a lus, mais elle en a lu beaucoup plus que moi. Mais on l'a lu lire, entre autres, Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés, Harry Potter. Alors, on voit que dans Les Simpsons, il y a une très grande référence. Il avait fait un gros épisode avec la sortie de Harry Potter, tout ça. Là. OK. Ouais. Écoute, elle a lu énormément de trucs. Alors, la lecture prenait beaucoup de place dans le personnage de Lisa. D'ailleurs, le personnage de Lisa, c'est un peu la personne qui est culturellement plus développée que les autres. Elle est extrêmement brillante. On voit vraiment que c'est le côté un peu plus...
intelligent de la famille. Fait que par rapport à ce personnage-là, ben, l'auteur a vraiment passé des messages par rapport à ce qui est important, la musique. Elle fait des rêves, là, puis des affaires comme ça, qu'à un moment donné, qu'elle se cogne, puis elle rêve les monstres, là. Le nom m'échappe, oui, là. Ça m'échappe, mais c'est un conte pour enfants très, très connu, là. C'est ça, puis elle rêve à ça, mais il passe un paquet de messages là-dedans. Ah oui. Puis par la musique, par la culture, par la science. Alors, tu sais, tout ce qui est important dans le fond, tout une grosse rencontre avec Paul McCartney. Oui, sur le bouddhisme et le végétalisme. Ouais. Donc, tout dans le fond, tout ce que Barthes faisait de mal, ou ce qu'on disait toujours que mon Dieu, Barthes, c'est tombé une mauvaise influence, ben tout le contraire, c'était Lisa. On aurait pu dire, mon Dieu, Lisa, c'est tellement une belle référence. Alors, c'était en contradiction tout le temps. Il y avait toujours ce dilemme-là entre ces deux personnages-là. Ça, c'était sublime. En tout cas, pour moi, là, c'était sublime. Je passe rapidement sur plusieurs films qui ont passé dedans. Je pense que tu vas peut-être en parler, là, mais on a eu le Roi Lion, des références du Roi Lion, des références à Rocky, à Robocop. Écoute, il y en a énormément. Il y a énormément de trucs qui sont passés dans les Simpsons. Au niveau BD, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais il y a quand même énormément de BD des Simpsons. Oui. C'est d'ailleurs la maison d'édition des Simpsons qui s'appelle le Simpson Comics, mais je vais... Ils ont une maison à eux autres? Ben oui, effectivement. Oui, en tout cas, au départ, c'était Bongo. Là. C'était Bongo Comics, puis Bongo Comics a été créé par Matt Groening. Mais là, on parle pas de comics, on parle de BD. On parle de comics. Non, oui. Okay, mais parce que des comics comme Sylvain avait comme ça. Exactement, ça c'est Bongo. Bongo Edition qui a été créé par Matt Groening. Ok, puis moi je te parlais de l'autre, là, je veux dire des BD comme une BD européenne. Ouais, là ça c'est Jungle. Okay, parce ça c'est la version française, effectivement. Mais c'est des recueils des BD. C'est des recueils des BD qui ont été traduits. Okay. Alors, et puis non, ça n'est pas fait à la va-vite, et puis ça n'est pas fait non plus pour profiter du moment présent. C'est ça, puis c'est pas la version papier des épisodes. C'est pas la version papier des épisodes non plus. Écoute, les Simpsons, c'est des épisodes en soi. Oui, c'est des épisodes. Oui, c'est des épisodes. Puis il y en a encore aujourd'hui. Là, je veux dire, ça sort encore. Là, c'est pas arrêté. Puis il y a des comics là-dedans où ce que Sylvain nous a montré pendant le pré-show qui a gagné des prix. Là. Comme Radioactive Man, ça a gagné le prix Eisner. Le prix Eisner, c'est la plus grosse récompense que les comics américains ont. Alors, c'est pas des prix de pacotille. Là. C'est les gens qui ont fait ces BD-là. Ils ont vraiment continué. C'est la continuité de la série, mais en papier. Okay. Et comme Sylvain l'a dit, ce sont tous des histoires qui sont originales. Alors, ils n'ont pas recopié, à part Radioactive Man qu'on voit dans le film, mais on le voit pas au complet, son histoire. Non. T'sais, on le voit un petit peu, mais là, on a vraiment tout l'historique de ce personnage-là, qui est un personnage secondaire, dans une série qui est repris dans un comic, c'est quand même bien. Et ça a eu énormément de succès, et ça a encore de succès. Puis oui, t'as raison, les albums en français, c'est aux éditions de Jungle, comme Sylvain l'a dit. On a repris tous les comics, on les a traduits, on en a fait des albums. Alors ça, c'est vraiment plus dans le style album. Alors oui, ça existe encore. Il n'y a pas de roman en tant que tel des Simpsons. J'en ai pas trouvé. Je pense pas que ça soit nécessaire. Non, je pense pas que ça. Non. Parce que visuellement, les Simpsons... C'est ça, on a trop besoin de la béquille visuelle. Ouais, puis je trouve que c'est un médium qui s'adapte bien en BD. C'est visuel, mais c'est aussi auditif. Oui. Parce que ça, ce bout-là, j'ai oublié d'en parler. De toute façon, je sais pas si j'avais prévu d'en parler, mais les Simpsons, il y a des disques. Ah ouais. Ça, je savais pas ça. Oui. En tout cas, moi, il y en a plusieurs. Moi, je pensais qu'il y en avait juste un. Comme de Goldorak qu'on avait, des affaires comme ça? Oui, le premier s'appelle The Simpsons Sings the Blues. Puis là-dessus, il y a la toune Do the Bartman qui a eu un vidéoclip. Et que moi, j'avais fait jouer à la radio. Je me rappelle d'avoir fait jouer cette chanson-là. Ah ouais. Non, ça avait été un hit, là. Do the Bartman, je me souviens de ça. Do the Bartman. C'était comme une petite danse, là. Ah ouais. Non, c'est... Puis Bart, il rappait, là. Non, c'était... Mais la vidéo, c'était vraiment un dessin animé des Simpsons fait pour la vidéo de la toune. Puis ça avait, je pense, c'était numéro 3 sur le Billboard. Non, c'était la folie des Simpsons à l'époque. D'ailleurs, Homer est probablement la seule personne dans toute l'histoire qui a remporté un Oscar. Son documentaire sur le coup de pied dans la fourche. Je me trompe pas. Il a remporté un Emmy, il a remporté Grammy.
parce qu'il chantait avec les CTS. Il a remporté plusieurs Grammy quand il a fait sa passe grunge, parce que c'est lui qui a influencé Nirvana. Alors, c'est un artiste en part entière, notre cher Homer. Il a tout fait. Il a fait du cinéma, de la musique, n'importe quoi. Il a gagné beaucoup de prix. Du groupe vocal. Mais il se souvient de rien, puis on sait pas où est passé toute cette merveilleuse argent qu'il a fait. C'est disparu dans les néants de la magie cinématographique. C'est pas mal ça, moi, je veux dire, au niveau de la littérature. C'est sûr que je pourrais en nommer d'autres, des références, mais je trouvais que la référence de la première épisode était importante parce que c'était directement relié avec Peanuts. Puis c'était quelque chose que Matt Groening aimait beaucoup, c'était Charlie Brown. Pour montrer à quel point ça a influencé beaucoup de gens. Alors on l'a vu là-dedans. Mais il y en a d'autres. Il y en a tellement. Écoute, c'est 29 saisons. Ah oui. 29 saisons que Bart a 10 ans. Ouais, exactement. Fait que puis Lisa de c'est pas vrai. Il y a quelques saisons qui sont dans le futur. Quelques épisodes qui sont dans le futur où Lisa et Bart sont plus vieux. Puis tout le monde est plus vieux dans le fond. C'est vrai. Puis mais Maggie parle pas plus. Elle arrive pour parler, puis mon Dieu, qu'elle a donc une belle voix, puis finalement quelqu'un qui la coupe. C'est ça. Exactement. C'est sûr que ton épisode que tu dois aimer beaucoup, c'est quand Homer se transforme en Hulk. Là, et à la fin, c'est de voir Stanley qui déchire sa chemise, puis qui dit Vas-y, je veux me transformer en Hulk. Puis le bonhomme des comiques qui dit Viens, rentre en dedans, on va lire des BD. Pourquoi ça m'arrive pas? Alors, oui, on a beaucoup de références aux comiques, en littérature, mais également aux comiques. Et je vais laisser le côté cinéma à mon ami le visionneur parce que à partir de il y en a énormément là. C'est ça. En matière de films de Simpsons, c'est plutôt tranquille. En matière de références de films, il y en a beaucoup. C'est ça, mais il y a probablement le film des Simpsons, puis si on fouille un peu, il y a peut-être un Simpson 3X là. Il y en avait un des Schtroumpfs. Oui. Oui. Mais effectivement, il y a juste un film des Simpsons qui s'appelle Le Film. The Movie, le film des Simpsons, qui a quand même remporté un énorme succès. 500 quelques millions au box-office. J'imagine que la série a dû aider à promouvoir le film. C'est sûr. Je pense pas qu'il y ait eu besoin de faire beaucoup de marketing là-dessus à ce niveau-là. Le film est réalisé par David Silverman et j'ai été faire une petite recherche et je me suis rendu compte que David Silverman a lui-même réalisé le film des Simpson Hour Show. OK, donc il a fait Simpson The Hour Show. Il a même fait le Monster Inc. qu'on voit en dessin animé. Donc, on voit qu'il se spécialise un petit peu plus dans le dessin animé. Et effectivement, les références en cinéma, écoute, je vois une liste incroyable. Les plus connus, on a Game of Thrones, on a des références à Star Wars, à Indiana Jones, 2001, Odyssée de l'espace. On a des références. Écoute, il y en a énormément. Et Colombo, Bonanza. Et ça, à ma grande surprise, je pensais pas qu'il y en avait. Même Bob l'éponge, on peut peut-être faire un peu le lien avec Bob l'éponge. Ça me surprend que tu dises pas la planète des singes. Je sais pas. Il y a sûrement la planète des singes. Moi, je vous garantis Orange Mécanique. Il est là plusieurs fois. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de références au cinéma par rapport à l'horreur. Donc, les Simpson Hour Show, il y en a plusieurs. Donc, j'ai l'impression qu'ils utilisent ça pour faire des références. Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Ils ont fait un épisode spécial là-dessus. Et Poltergeist. Ouais, et j'ai même vu qu'ils reprenaient une chanson de Metallica. Je pense que les membres de Metallica sont là-dedans. C'est Master of Puppets. Donc, ils font les références là-dessus. Et ce que j'ai vu également... je pense que c'est dans le temps que Lars Ulrich se battait contre Napster. Puis je crois que c'était dans ce temps-là. Puis il y a même ils ont même ri de ça. Ils ont même repassé son message comme de quoi qu'il fallait pas qu'il download sur Napster. Fallait qu'il download sur une autre affaire. En tout cas, c'était une histoire là, mais il avait même ri de ça. Il y a un épisode qui s'appelle L'héritier de Burn. Bon, probablement quand il est décédé, ils font une référence à Taxi Driver de Robert De Niro. Donc, faut vraiment honnêtement connaître le cinéma pour pouvoir être capable de faire des références là, parce que c'est pas tout. Il y en a sûrement certains films
de références que je ne connais pas là-dedans. Donc, j'imagine que les auteurs étaient des grands amateurs de cinéma pour les incorporer là-dedans. J'imagine aussi c'est pour leur rendre hommage aussi dans tout ça. Ce que j'ai constaté aussi, c'est le pouvoir que les Simpsons ont sur le côté très américain. L'Empire State Building a illuminé en jaune la sortie d'un DVD du film des Simpsons. Ils l'ont illuminé. C'est pas n'importe qui peut avoir le pouvoir d'illuminer l'Empire State Building. Donc je pense que c'est très très ancré dans la culture américaine. Les dessins, honnêtement, il n'y a rien à partir en peur. C'est pas des dessins super beaux. Ils ont évolué. C'est ça, ils sont beaucoup plus beaux. Même entre la saison 1 et 2, c'est plus beau. Mais on voit que ça fait la job, là aussi. Là. Quelque chose de très simple, de très épuré, mais ça marche. Et c'est très les dessins sont très caricaturales. Hein? Les yeux sortis, Maggie avec ses cheveux bleus longs, tout ça. Marge, ça. Ah, c'est ça. Excusez, hein. J'ai d'autres références cinéma. J'ai été un peu dans tous les styles de cinéma, de l'horreur, un film québécois et surtout des comédies, parce que les familles dysfonctionnelles, c'est surtout dans les comédies. Là, on dirait qu'on a un Xavier Dolan. Ouais, ça, j'en parle pas. Ça, j'en parle pas ce soir. Donnons-y pas de gaz. Non, gars, j'en parle pas. Dans les films d'horreur, probablement la famille la plus populaire dysfonctionnelle, évidemment, c'est les Sawyer. dont Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est assez. Hein? Écoute, tu peux pas avoir plus dysfonctionnel que cette famille-là qui arrache la peau, qui se font des masques, utilise les os pour faire des meubles, pis tout ça. Allez-y avec le film culte de Toby Hopper. Le premier. Même s'il est décédé, là, allez-y avec ça. C'est vraiment. J'ai revu la bande-annonce, pis c'est vraiment, honnêtement, épeurant. Les nouveaux films sont pas bons comparés avec ce sont actualisés, là. Ah ouais. Mais lui, on dirait qu'il y a un petit côté documentaire aussi, là. Quand tu vois celui-là sortir, là, c'est vraiment. Je pense que c'est probablement la famille la plus dysfonctionnelle du film d'horreur. Dans le film québécois, moi j'irais honnêtement avec Les Beaulieu du film Crazy. Okay. Réalisé par Jean-Marc Vallée qui nous avait donné Dallas Buyers Club. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on a un père qui veut absolument que ses enfants deviennent des sportifs puis que ça boit de la bière. Puis t'en as un qui est Marc-André Gondin qui lui préfère se maquiller, écouter du David Bowie, du Pink Floyd, et là ça marche pas entre le père et lui, et la mère qui est tout le temps entre les deux à essayer de se séparer. Lui, ça fait vraiment à part un petit peu, là, il aime pas ça. J'ai aussi, là je vais peut-être vous surprendre un petit peu, la famille McDonough, Arizona Junior. Oh, connais pas. Le titre me dit de quoi, là, mais j'ai pas vu. Arizona Junior, t'as pas vu Arizona Junior? Honnêtement, c'était avec Nicolas Cage dans le temps qu'il était bon. OK. Dans le temps qu'il était bon. C'est pour ça, ça me surprend que tu jases de ça. Mais... Non, mais c'était un bon film là, pour une famille. Écoute, il n'y a rien de pire que avoir la policière qui tombe en amour avec le voleur qui est Nicolas Cage, puis qui veulent des enfants, sont pas capables d'avoir des enfants. Lui, il se met à voler un enfant d'une famille qui a eu des quintuples. Et là, il arrive toutes sortes d'événements. Il est obligé de commettre des vols pour avoir des couches pis tout ça. Donc je trouvais ça intéressant comme film à cette époque-là. En tout cas, c'est dysfonctionnel. Je le conseille. L'autre film, évidemment, si on y va avec les Addams, la famille Addams, pourquoi pas, avec la version de Steven Soderbergh. Hein? La mère, puis comment qu'elle s'appelle donc la mère, c'est l'actrice et Angelica Hudson. L'autre acteur, je sais pas, mais ces deux-là sont très 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 amoureux. Oui. Hein? Sont très intenses dans leur amour. C'est quasiment caricatural, mais tu vois les enfants à côté qu'eux autres ils s'en foutent carrément, qui commettent des crimes, des meurtres, qui veulent que le monde meure. Les autres aussi. Ben oui, non, mais c'est ça. La
main aussi qui est dysfonctionnelle carrément, ça aussi. Donc, oui, effectivement, je pense que mais ça me donne vraiment le goût de revoir. Morticia Adams. Voilà, c'est ça. Je suis en train de vouloir le taper pour aller le chercher, puis finalement, je l'ai... ça t'est revenu. Ouais. Donc, ça vient de la série originale des Adams qu'il y avait eu à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'ils ont quand même conservé pas mal ce qui se faisait à cette époque-là. Ils n'ont pas trop voulu changer. Donc, une autre famille dysfonctionnelle. Le père, c'était Gomez. Oui. Puis t'avais celui-là qui faisait... celui-là dans... de Retour dans le futur. C'est Doc ça. Brown. C'était le même acteur qui faisait le show. Qui fait le show. Oui, ben lui, c'était l'oncle fétide. Oui. Oui, puis lui, il était... Non, il était en anglais, c'est Uncle Fester, là. C'est ça. Ouais. Les Burnham, ça vous dit quelque chose, les Burnham? Donne-moi plus de détails. American Beauty? Oh, Ouf. OK. Non. OK, ça, c'est avec... oui, je sais c'est quoi, là, mais... OK, en fait, on a une famille qui va rejoindre peut-être les familles aujourd'hui. La fille la femme qui est plus en amour avec son mari, elle trompe avec un gars plus vieux qu'elle. Lui, il trompe sa femme avec une plus jeune qu'elle, qui est l'ami de sa fille. Lui, il décide de s'entraîner pour avoir l'air, c'était avec Kevin Spacey. Donc, lui, il essaie d'avoir l'air plus jeune, ça marche pas. Ça fait penser un peu au film de Michael Douglas, La Rose. OK. Je sais pas si ça te dit quelque chose. En tout cas, je vais essayer de le retrouver. Ça fait penser Mais moi, la fameuse séquence où il essaie de reprendre un peu avec sa femme, puis elle dit oh non, faisant attention au divan, puis il dit on s'en foutu de ton divan là. Ah non, ça je l'avais trouvé. C'était bon, ça. J'ai hâte de voir, j'ai deux références, moi, qui me viennent en tête tout de suite. J'ai hâte de voir deux références. Il m'en reste une référence aussi. C'est la famille, les Tenenbaum. Non. Ça te dit rien. Hey, écoute ça là-dedans, t'as une belle brochette d'acteurs. T'as Gene Hackman, t'as Bette Settler, t'as Owen Luke Wilson, t'as Angelica Hudson que je parlais tantôt dans la famille Adam. Et ce qui est intéressant de cette famille-là, c'est qu'au début, c'est une famille très unie. Et là, il arrive que un trompe l'autre, un se suicide, un fait ci, un fait ça, et là ça éloigne la famille. Okay. Et le père, qui est Gene Hackman, fait à croire qu'il lui reste 6 mois à vivre pour ramener cette famille-là, pour essayer de réunir cette famille-là pour que ça fonctionne bien. Et on a vraiment une époque là, à cette époque-là, Ben Settler, il y avait 2 fils habillés pareil comme son père en Adidas. T'avais le jeune qui était un brillant génie de la finance avec sa cravate. Donc c'était de l'humour un peu spécial, mais c'est intéressant. Je le conseille fortement. Sinon, j'aurais pu en rajouter d'autres là, mais je voulais m'arrêter à ça un petit peu là. Dans les références que je pensais t'allais sortir, que moi qui m'ont venu tout de suite là en parlant de famille dysfonctionnelle tout ça. Il y a un film que moi j'ai beaucoup aimé, puis bien qu'il repasse, je l'écoute là. C'est Bienvenue à Pleasantville. OK. Oui! Toutes les familles sont toutes des familles exemplaires jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait du monde qui s'ouvre les yeux. Là. OK. Donc, ça, j'avais trouvé ça le fun. Tu sais, c'était toutes des familles modèles, là, comme on parlait tantôt. Oui. Tu disais, papa a raison. C'est pour ça que j'étais sûr que t'allais me sortir ça. C'est Tobey Maguire. Ben, c'est avec ça. Reese Witherspoon. C'est ça. Fait que moi, ça commence en noir et blanc, ouais. Puis ça termine tranquillement en couleur. Ouais, c'est ça. Spécial. Puis la famille dysfonctionnelle, que ça, je comprends pas pourquoi t'as pas parlé de ça. C'est probablement c'est Ying, tu y as juste pas pensé. Ils ont sorti 5 films, je crois. Si je te dis, je peux même pas te dire ça de même, tu vas savoir tout de suite. Chevy Chase. Les Griswold. Ben oui, les Griswold. Ça, les Griswold, là, excuse-moi, là, mais c'est les Simpsons en pas dessin animé. C'est carrément ça. Je l'ai pas vu, donc probablement que... Bonjour les vacances 1, Bonjour les vacances 2. Le sapin des boules. Le sapin des boules. Ouais, ça, je l'ai entendu parler, là, mais honnêtement, j'aurais pas pensé. Le remake, c'est pas un remake en passant. C'est le fils, ouais. C'est le fils, il arrive à peu près les mêmes affaires en pire. En tout cas, fait que, je veux dire, rendu là, le sapin des boules, puis tout ça, là, c'est... Ben moi, j'ai oublié... toute la même J'ai oublié une famille à télé, moi. Ah ouais? Les Parés. Ben oui. Mon Dieu, oui. Québécois, ça. C'est assez dysfonctionnel à ton goût. Papa, ça. maman.
Ah oui. Maman ressemble pas mal à un gars. Ouais. Il y avait une famille que je voulais mettre, mais finalement, c'était pas une famille dysfonctionnelle, c'est plus une famille éclatée. Vous me direz si vous êtes d'accord. Les Skywalker dans la guerre des étoiles. Non, je mettrais pas ça là-dedans. C'est pas une famille. Ça n'a pas rapport avec Ils n'ont jamais été une famille. C'est ça, ça n'a jamais été une famille. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai retiré, mais ça avait été mentionné à quelques places, là, puis je me dis. Ben, selon moi, tu m'aimes. En tout cas, ça. Non, ben, Ils n'ont jamais mangé les 4 ensemble. Non, mais non, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Celui-là que je parlais tantôt avec Michael Douglas, c'est la guerre des roses. OK. Là, c'était un couple dysfonctionnel. Là, ça marchait pas. Là. Bon, on avait mais ça, c'est-tu... Il essaie de divorcer, puis c'est Danny DeVito qui est l'avocat. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, ça finit en bataille. Ah non, ça guerre, détruit la maison. Ça se détruit, puis c'est Danny DeVito qui ramasse toute la cash, lui. Fait que c'était pas mal ça dans le cinéma. J'aurais pu en mettre d'autres, là. Oui. Surtout que on aurait pu avoir le South Park, on aurait pu Family Guy, on aurait pu avoir les dessins animés aussi, mais je voulais y aller avec... American Dad, ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai été avec les Simpsons vu que c'était notre sujet là. Hors sujet, je viens comme d'avoir une vision de Thanksgiving dans la famille Skywalker avec Darth Vader qui coupe la dinde avec le sabre laser. OK. C'est peut-être pour ça qu'ils ont jamais mangé ensemble finalement. C'est vraiment bizarre comme vision. D'accord. Oui. Surtout que ça prend une longue table si tu veux pas accrocher personne en coupant la dinde. Mais le maire est morte. Le maire est morte au début. T'es même pas obligé de faire cuire la dinde. Elle cuit pendant que tu la coupes. Pendant que tu la coupes. Si j'avais un autre bang, Marc, je t'en aurais donné un autre. Et on n'a rien bu. C'est vrai. C'est vrai, le pire. C'est vrai. C'est rare, ça. Nos verres sont vides. C'est vrai. Red the Gamer. Oui. Si les gens se disent « Ah, ben je veux me détendre, je vais prendre un petit jeu facile, les Simpsons, ça doit être le fun, ça? » Non, c'est pas tant facile. Non, vraiment pas. Non, sérieusement. Ma santé mentale en a pris un coup, moi. Oui. En tout cas, je vais le dire comme ça, là, des jeux frustrants, des jeux qui viennent à te taper ses nerfs. Là. Tu peux mettre frustrant en lettres majuscules, puis encore là, c'est pas assez. Non, des jeux qui mettent en crise. Dans des jeux où qu'est-ce que t'as envie de faire passer la cassette bord en bord de la maison, passer par des murs, là. Mais non, il y a des jeux qui ont été très durs à jouer, puis tout ça. J'ai parti du début, ok? J'étais allé... j'ai fait mes recherches, tout ça, puis à un moment donné, je me suis dit, ok, j'aurais pas assez d'un épisode, là, ça marchera pas, là. Il y a vraiment un paquet de jeux. Je vais commencer par celui que tu as dans les mains. Dans le fond, c'est pas Bart Nightmare, mais Space Mutant versus Space Mutant. Ce jeu-là, il a été refait sur... Je pense que c'est lui qui a été fait sur le plus de consoles que toutes les autres. Okay. Ce jeu-là, il a été fait sur ZX Spectrum, Amstrad, c'est un film. Amstrad, plutôt. Commodore 64, moi je l'ai joué là-dessus. Sur la NES, moi je l'ai joué sur la NES, le même jeu. C'est ça. Mais je l'ai traversé, hein. Ok. Mon Dieu, t'as plus de patience que moi. Ensuite de ça, je l'ai joué aussi sur la Genesis. Il a sorti aussi sur Sega Master System, il a sorti sur le Atari ST, sur le Amiga. Le Genesis, c'est sur lui qui est sorti, qui était à mon avis le meilleur. Quand je dis le meilleur, c'est que la version que tu as ici, c'est une version que la toune à un moment donné elle vient écœurante. Ok, la toune tape sur les nerfs, mais c'est un méchant temps. Ah ouais. Le jeu, pour l'avoir, comme je disais, j'ai fait mes devoirs un peu. J'ai voulu voir les graphismes qu'il y avait, parce que je me souvenais que quand moi je l'ai joué sur Commodore, il n'y avait pas de musique. Quand je l'ai joué sur NES, il y avait de la musique. C'est très fatigante, stressante, énervante, mais il y avait de la musique. C'est ça. C'est de la musique 8 bits. Là. C'est ça. Ensuite de ça, sur la Genesis, ça a monté un peu. Il y a eu la SNES aussi qui l'ont fait, je pense, je me trompe pas. Et je suis pas certain, mais en tout cas, je l'ai déjà vu en version moins poche. Puis justement sur la Genesis. Puis la musique était moins pire. Et le jeu graphiquement est un petit peu meilleur. Mais ça reste un jeu très linéaire. Dans le fond, il est sorti en 1991, ce jeu-là.
Puis dans le fond, c'était Bart vs Space Mutant. Il y a eu Bart vs The World en 91 aussi. C'était tout Acclaim en passant qui faisait ça. Puis Bart vs The World, celui-là qu'on voit là, selon moi, ils ont monté une coche parce que là, c'était plus juste linéaire. Tu grimpais. Ouais, tu pouvais grimper. Il y avait plein de petites affaires. Celui-là, je me suis tanné, par exemple. Ouais, mais c'est ça. Puis dans celui-là qu'on voit Bartman, que Bart devient Bartman, c'est encore Acclaim qui a fait ça. Je pense que c'est. Je vais pas parler à travers de mon chapeau, mais je pense que c'est Acclaim qui ont la licence, qui ont eu en tout cas la licence pendant longtemps des Simpsons, si c'est pas encore eux qui l'ont. Ensuite de ça, il y a eu Krusty Funhouse. Moi, en passant, j'en passe quelques-uns là, parce qu'il y en a tellement, là, vraiment, mais vraiment une beurrée. Là. Fait que dans le fond, il y a eu Krusty Funhouse que moi, je me souviens d'avoir joué, qui était ordinaire, très ordinaire. C'est pas. Et après ça, sur la SNES, il y a eu Super Funhouse. Puis qui était pas ben mieux, c'était la même affaire. En version super ordinaire. Qui était super ordinaire. C'est ça. Pour vrai, les jeux des Simpsons, jusqu'à temps qu'on pogne Bart's Nightmare. Oui. En 92. Mais moi, il faut que je t'en parle d'un vite avant. Là. Vas-y. C'est celui sur le Game Boy. Le premier, là, je l'avais pas sorti parce que moi, je l'ai pas joué, lui. C'est ça. Fait que je voulais pas en parler, mais vas-y. Mais je t'explique ça vite. On est là. Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Oui. Okay? Le jeu, t'as une vie avec. Tu peux être touché 3 fois. OK. Et si tu meurs, tu recommences au début. Arc. Donc, pour faire le jeu au complet, faut que tu le fasses d'une traite. Arc. OK? C'est un. T'as-tu des saves dedans? Non, rien. Rien. Fait que tu peux même pas dire, OK, viens. Non, si tu veux faire. Viens à souper, là. Tu peux peut-être poser sur pause. Peut-être, là. OK. Mais ça gruge pas de batterie, le Game Boy original, là. Ah. OK? Ça, là, c'est un. On pourrait mettre ça comme épreuve dans Ready Player One. OK. OK? Quelqu'un qui réussit à faire ce jeu-là toute d'une traite, il y a la clé de bois. OK? Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, tu mets ça dans une affaire pour résoudre dans le film Jigsaw, puis c'est sûr que tu tues du monde. Peut-être aussi. Bon. Peut-être aussi. Ou la personne se tue elle-même. Ben, probablement. Se pitch à travers une vitre. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, c'est les graphiques du Game Boy 1, là. Okay. Avec l'écran du Game Boy 1. À un moment donné, il y a un rayon de soleil qui passe dans l'écran, t'es mort. C'est fini. Ah non! Mais oui, c'est vrai que Bart's Nightmare pour la Super Nintendo, c'était déjà mieux. Là. Oui, puis il était le fun. Puis je veux dire, tu me parlais tantôt du boost que Bart, là, il essaie de faire son devoir, puis il a vraiment étudié. Il s'est vraiment donné de même. Ça me fait tellement penser à Bart's Nightmare. C'est ça, il s'endormait sur ses devoirs. Ben c'est ça, il s'endort sur ses devoirs, puis il rêve que les pages, ils ont tout parti au vent. C'est ça. Puis il se ramasse avec... Puis que Homer et Godzilla. C'est ça, puis Marge et Mothra, puis... il y avait vraiment un paquet d'affaires. Il fait des cauchemars, Bart, donc c'est n'importe quoi. Il devient Indiana Jones, il devient Bartman. Mais Mothra, en dessin Simpson, ça doit être assez spécial. Non, sérieux, ça c'est quand tu montes le building, t'es en Godzilla, puis t'arrives en haut, puis Homer c'est King Kong. Je vais aller voir ça. Ah oui, c'est faudrait que tu trouves quelqu'un qui sait hacker une SNES pour le mettre dedans. Genre quelqu'un assis autour de la table. Ouais, il y a peut-être quelqu'un autour de la table, moi. Qui a ça sur sa SNES, genre. Mais bon. On dira pas qui. En tout cas, Marc. Oui, c'est Marc. Ceci dit, il y a eu aussi Virtual Bart. J'ai déjà joué, puis j'ai joué 5 minutes. C'était assez. C'est un genre de jeu qu'on vouait. Ils ont voulu donner un point de vue de first person, mais qu'on est dans le fond quasiment presque third person, en tout cas. C'était pas. Non, puis le jeu c'était répétitif. Fallait que tu tires des œufs, puis des affaires de même sur des personnages qui passaient. On aurait dit un Duck Hunt en poche. Bon. Vendu. Il y a eu après ça, là on commence à avoir du fun un peu plus. Le Itchy and Scratchy Game. En 95. Bart, en passant à Virtual Bart, c'était en 94. Mais c'était pas sur le Virtual Boy. Ben. Il y a eu quelque chose là-dessus, mais c'était pas sur le Virtual Boy. C'était Virtual Bart.
il y avait eu Itchy and Scratchy en 95, le jeu où ce que il y avait, je dirais pas rapport avec les Simpsons, mais tu jouais pas des Simpsons à rien. Là, tu jouais Itchy qui violentait Scratchy. Là, c'est la souris, dans le fond, c'est ça que tu jouais. Là, avec une masse, puis tu varges partout. En tout cas, il y a eu un jeu qui ressemblait. Il y avait eu la Saturn qui avait sorti dans le temps. Et sur PS2, il a sorti le jeu Hit and Run. Puis je pense que j'ai vu que tu l'avais ici sur GameCube. Sur GameCube, moi, c'est surtout Fiston qui jouait avec ça, mais lui, sa description, c'est GTA dans Springfield. Ouais, ça revient à ça, mais il y avait eu aussi, ça ressemble à GTA, ou ça ressemble à... il y avait eu dans le temps le jeu Crazy Taxi. Comme je disais tantôt, je faisais la référence avec la Saturn qui avait sorti, il me semble que c'était ça, la Saturn, qui avait un jeu qui s'appelait Crazy Taxi. Puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ça. Ou le jeu de Driver, t'as des missions à aller faire, genre aller prendre Marge, je vais la porter à telle place, ou à te donner des commissions à faire. Fait que tu te garoches dans Springfield, puis t'as des dédales, puis tout ça. Puis le jeu est fait style 3D. C'était le premier jeu qui a vraiment sorti dans le style 3D. Puis ils ont sorti aussi... je suis pas certain si c'est pas en même temps. Ils ont sorti à un moment donné Homer qui sort dans le monde réel dans une émission là, des Simpsons. Là. Oui. Tu sais, qui tombe comme en 3D, là, puis qui sort dans le monde réel, puis tout là. Puis je suis pas sûr si c'était pas en même temps que la sortie du jeu. Peut-être. C'est une affaire comme ça. Ensuite de ça c'était en passant en 2003. Qui avait sorti ce jeu-là. Il y en a sorti d'autres à travers de ça. Ouais, j'en ai un ici sur Game Boy Advance. Oui, Road Rage. Road Rage, Il y avait eu aussi un jeu Wrestling, Springfield Wrestling. C'est ordinaire. C'était ça avec les lutteurs Non, c'est pas avec les lutteurs, là, c'était avec le monde de Springfield. Ok. Tu faisais Wheelie contre Barney, puis oui. Ok, je pensais qu'il y avait des lutteurs qui avaient participé à ce jeu-là. Non, tu joues Flanders Hulk Hogan. Non, c'est Flanders qui se bat contre Smithers, puis selon leur force puis leur faiblesse. Regarde, il y a un paquet d'affaires, là, mais regarde, c'est mauvais. Le meilleur jeu à mon goût, à moi, qui est sorti. Je vais vous en parler tantôt. Il y a eu, en 2012, il est sorti une application sur Android ou sur iOS qui est sortie, puis c'est pas mal de la dernière affaire. En tout cas, moi, à mon avis, une grosse affaire qui est sortie, c'était pas mal ça. Ça avait sorti... C'est dans le fond, il y a eu un cataclysme nucléaire fait par Homer. Hein? Puis, t'es obligé de refaire Springfield au complet. Fait que c'est un genre de Build a City, là. Tu sais, c'est un genre de... Un Simpson? Ouais, ça revient. Oui, c'est carrément ça. Puis c'est une application que tu vas chercher pour ta tablette, là, Android là, ou iOS. Là, c'est une application, là, puis ça te prend une connexion, bien entendu. Il y a eu The Simpsons The Game, qui était sur PS3, sur la Wii, sur 360. J'imagine que ton fiston doit l'avoir, j'imagine. Pense pas, mais peut-être. Moi, j'ai jamais joué. J'ai vu des gens jouer. On dirait des épisodes des Simpsons. On dirait un épisode des Simpsons qui se rendent compte qu'ils sont dans un jeu vidéo, dont Bart à un moment donné qui décide que je vais devenir. Je suis dans un jeu vidéo, je veux devenir Bartman. Fait que, puis là, il rencontre Homer. En tout cas, mais le jeu, tu sais. Le jeu il est fait que on se croirait dans un épisode des Simpsons, puis ils sont, tu sais, le jeu il est sorti en 2007. Fait qu'en 2007 là, ils ont commencé à faire des papiers graphiques sur 360, sur PS3, sur Wii. On s'entend que les graphiques sont quand même bien. Puis c'est un jeu le fun où c'est que tu joues dans l'environnement des Simpsons, puis tu joues vraiment, t'as l'impression de jouer un épisode des Simpsons. Mais pas un épisode, mais plusieurs épisodes, parce qu'il arrive un paquet d'affaires, là. Mais le jeu qui m'a marqué sur les Simpsons et qui est sorti en 88 en arcade, qui est sorti après ça en 2012 sur les consoles genre style PS3, c'était The Arcade Game. Dans le fond, le jeu d'arcade des Simpsons où tu pouvais jouer, tu sais, j'en avais parlé à un moment donné je pense dans un des podcasts dernièrement, qu'on avait un jeu d'arcade des Simpsons que tu jouais à 4 au même titre qu'il avait sorti Turtle in Time de
le jeu des Tortues Ninja, puis tu pouvais jouer à 4 en même temps. Ils ont fait la même affaire, c'est que tu pouvais te battre avec, tu sais, dans le fond, il arrivait un paquet de trucs, là. Il y avait un genre de lutteur comme boss de fin du premier niveau, puis tu pouvais genre embarquer, tu pouvais jouer avec Marge, Homer, Bart et Lisa. Puis dans le fond, Marge elle se battait avec un aspirateur. Homer, je pense qu'il donnait des coups de poing, des affaires de même. Ok, mais les 4 sont dans le même écran. Les 4 dans le même écran. Ok, ils se promènent tout le tour du boss. C'est ça. Fait que puis Bart il se battait avec sa planche à roulettes. Lisa avec sa corde à danser. Puis tu pouvais prendre Homer puis Marge, les poignées ensemble, puis ils faisaient une attaque spéciale, ils se mettaient à rouler ensemble. Okay. Tu pouvais prendre Bart, l'embarquer sur les épaules à Homer, il donnait des gros coups de planche à roulettes avec Bart. Il y avait un paquet d'affaires de même. Ça fait arcade, là. Oui, c'était très arcade, puis à mon avis, c'est le jeu que moi j'ai plus trippé style Simpson. Puis quand j'ai vu qu'ils étaient capables qu'ils l'ont sorti sur PS3, j'avais essayé de me le trouver, j'avais pas été bon dans ce temps-là, mais probablement Caster a essayé de le retrouver, ça se trouverait, mais j'ai plus de PS3. Fait que, sinon, si on va du côté board game, on lâche le vidéo, puis on s'en va du côté board game. Les Simpsons, là, tu parlais tantôt visionnaire de références vidéo, ils en ont eu tellement sur un paquet d'affaires que des références aussi dans des jeux board game, tout ça, ils en ont fait tellement. Ils ont fait c'est comme leur marque de commerce finalement. Ben oui, mais c'est parce que tu peux avoir genre un Monopoly Simpson, un Clou Simpson, un Life, c'est quoi, c'est Opération Destin, je pense. Oui, aussi, Life, Destin. Mais c'est parce que c'est faisable. Jeopardy, Opération, Scene It. Il y a un Trivial Poursuite, je me trompe pas. C'est faisable. Ben oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement une culture. Il y a un jeu avec lequel. Un environnement dans lequel il y a une culture, tu peux sortir un jeu avec ça. Ben oui. OK? Regarde juste le Monopoly. Dans le fond, le Monopoly, tu prends Springfield. Puis tu prends les rues de Springfield. Puis c'est carrément ça. Tu fais les maisons de Springfield. Tu sais, je vais acheter le Quickie Mart. Puis, c'est ça. Là, il y a de la matière à faire. Ben oui. Puis, il y a un jeu. Je sais qu'il y a un jeu qui est sorti. C'est The Simpsons The Board Game. Puis, je suis allé voir sur Board Game Geek. Puis pas coté fort, coté 4.5 sur 10. J'imagine que si on va avoir un bon jeu qui a rapport aux Simpsons, encore là, Fox, là, Sébastien Boucher du Cerbère pourrait nous renseigner un peu plus là-dessus, j'imagine. Mais sinon, moi je crois que question board game, c'est pas mal ça. Je suis allé voir question de stock de stock de collection, des figurines pis des affaires comme ça. J'ai vu des figurines qu'on appelle des Playmates. Je crois que c'est des figurines comme toi ici. Je me trompe pas, c'est ça des Playmates. Ou Playmobil. Non, c'est pas Playmobil. Non, c'est des Playmates, puis ça ressemble étrangement mais ça se peut que ce soit ça. Moi, c'était toute une boîte. Avec toutes les mêmes. Tous les personnages dedans. Là. J'ai pas acheté ça un par un. Là. La figurine, comme je montre là, à caméra, des figurines comme on voit, là, comme en genre de plastique qui bouge pas, puis ainsi de suite. Là. Ben, la version Simpson des Schtroumpfs. Ben oui, tu sais, c'est ça. On en avait sorti à un moment donné. Fait que ces figurines-là. Comme on en a un paquet ici sur la table, il y a vraiment un gros full de stock. Je suis allé voir sur eBay Games. Je me suis dit, check bien ça, il va y avoir une figurine qui va valoir un prix de fou, tout ça. Puis non, pas tant. Il n'y a pas une figurine qui vaut de l'or, là. Puis si tu l'as, va la vendre, puis ça presse. Là. Mais genre un lot complet de ça avec des éditions spéciales, puis des éditions de ci, puis ça. Je connais pas ces éditions-là. Mais genre, c'est 3150$, puis tu n'as. Mais c'est une collection complète. Puis c'est un mur, là. C'est un mur de Simpson. Là. C'est Springfield au complet. Ouais, je pense que oui. Puis sinon, dans les dioramas, ce que j'ai vu qui est sorti le plus cher, là, c'était un lot de 3, numéro 25 sur 100. Puis c'est 3 dioramas pour, je pense que c'est un Quickie Mart, puis des affaires comme ça, près 1500$. OK. Ben, pour les Simpsons, là, je veux dire,
j'ai même pas été dans les familles dysfonctionnelles pour les jeux pis des affaires comme ça parce que je me suis dit, attends un peu, là. Finira plus. Ben là, c'est ça. Fait que Puis t'as même pas parlé de Lego. En plus, fait que ça te donne une idée, là. Fait que dans les Lego, c'est ça. C'est une autre affaire. J'aurais pu tomber dans les jouets Lego, des affaires comme ça, mais tu sais, il y a une collection complète de ça. Au même titre que je parle à travers de mon chapeau, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les droits, mais les Playmobil, je pense pas en avoir jamais vu de Playmobil en Simpson. Si tu me permets, Eric, dans le cosplay, là, c'est Marge la plus populaire. Marge, c'est la plus populaire par rapport à sa coupe de cheveux bleus dans les cosplays que j'ai vus. J'ai rarement vu du Bart ou du Homer Simpson, mais Marge, je l'ai vu régulièrement dans les cosplays. Ben, on en a un à nous autres. Ouais, il y en a un ici, Non. là. En fait, moi, c'est pas du cosplay. Je suis habillé en Homer, je suis pas déguisé en Homer. Ouais, c'est ça. Mais c'est Marge la plus populaire dans les cosplays. Ben, il y en a beaucoup, là, oui, effectivement. Là. Puis, oui, c'est parce que Marge Ben, elle a la taille, premièrement. Ben, c'est pas ça. C'est parce que c'est facile à faire aussi. Ben, mais juste au niveau des cheveux, c'est qu'il y a ça. peut-être plus de travail, mais le reste, là, tu sais, un petit collier, une petite robe, là, puis. Mais j'ai déjà vu la famille Simpson au complet. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais Ok. je l'ai déjà vu dans un Comic-Con, là, la famille Simpson au complet. Ah ouais? Là. Ouais. Puis il y a pas aussi, ça, il faudrait vérifier, là, mais je pense que la maison, il y a une réplique de la maison des Simpsons qui peut être visitée à quelque part aux États-Unis. Ah, ça se peut. Ah. À Springfield. Probablement dans un des nombreux Springfield américains. là. Lequel Springfield, on ne sait pas, on le sait jamais. Puis ça, d'ailleurs, c'est une affaire qu'on n'a jamais su dans. Puis c'est vrai. Qui s'amuse à nous cacher des C'est ça. On sait pas dans quel état. On sait pas dans quel état qu'ils sont. C'est entre cet état-là, puis c'est quoi ta question déjà? Tu vois le genre, là? Ok. Ah ouais. Fait que Ça, c'est comme dire à Saint-Joseph au Québec. c'est ça. C'est Il y en a trop. probablement. Mais non, il y a. Tu sais, des jeux, là, j'aurais pu me garrocher sur un jeu, puis en parler, puis. Mais le meilleur jeu, à mon idée à moi, c'est. Puis qui est sorti en 88, ça vous donne une idée, là. C'est le jeu d'arcade. Puis ils l'ont pas. Il a pas été mieux fait après ça, là. Tu sais, ils l'ont repris comme ça, puis ça a pris une console du genre C'est ça. PS3 pour la sortir. Après, là. Fait que c'est ça. Mais avant PS3, des bons graphiques 2D, Ben, comme je disais. c'était c'est ça. rudimentaire. Ouais, c'est ça. Donc, on constate que les Simpsons, ça a un impact culturel quand même très grand. Et je pense que. C'est pas fini. Non, d'après c'est moi. ça. Ben, moi, je vais faire une prédiction, là. D'après moi, ça s'arrête à 30. Oh. D'après moi, là. Ils ont fait le tour. Ils vont faire une fin à 30. Moi, je pense qu'à 30, là, c'est un Parce que beau c'est chiffre. C'est combien d'épisodes par année? C'est quoi, une vingtaine d'épisodes? 24 Et je épisodes? pense que c'est plus que ça. Fait que là, ça veut dire c'est beaucoup d'épisodes. Il doit manquer un mané de jus dans les histoires, là. Je peux pas croire, là. 30, ça serait une belle fin. Oui. Oui, puis ça serait probablement imbattable Non. pour une autre série. Peut-être, mais. Est-ce qu'ils vont terminer ça sur un coup d'éclat? Faut. Ben, tu sais non. comment tu connais, tu sais comment c'est Ah. les gens? Tu sais, genre. En tout cas, regarde. Non, moi, c'est ça. La destruction de Springfield. C'est ça, Ah, exactement. mais ça peut aller la mort de Homer, une maladie. Qu'on nous amène dans le futur, ça, on y a été assez souvent. Ouais. Ouais. Même dans le futur, je pense Homer puis Marge sont divorcés. Ah. Ben, dans un des futurs. Ouais, c'est ça en plus. Ah, Plusieurs futurs parallèles. pour ça que je sais pas. C'est quelque chose qui marche encore. Puis. Mais s'il y a Ils un sont épisode... ils sont capables d'inventer pareil à toutes les fois. C'est ça. S'il y a un épisode final, c'est sûr qu'on va le regarder. Ouais, regarde. C'est On sûr, bat des sûr, sûr. records de code d'écoute, j'en suis Peut-être. convaincu. Peut-être. Ouais. Pour le dernier, peut-être. Ouais. Ben, ça m'allume, ça m'éteint. Paperman. OK. Là, on prend nos vrais noms. Là. Ouais. j'en ai plusieurs. Je vais appeler cette partie-là Bienvenue dans l'univers complètement fou BD de Paperman. Parce que j'ai lu des trucs complètement fous. C'est moi qui l'ai échappé ou. C'est pas c'est quoi que Pepperman? Et là, Martin essaie de m'écouter parce que la prochaine fois que quelqu'un va poster ça, tu vas dire oh mon Dieu, ça a l'air bon. Je vais te dire, ben je t'en avais déjà Je t'en parlé. avais déjà parlé. Ben Un oui. crayon, un papier, s'il vous plaît, là. Tu m'écoutes jamais. Non, c'est pas vrai, arrête. J'en avais parlé de Katanga. Katanga, c'est aux éditions
Faut pas que je me trompe, là, parce que c'est aux éditions d'Argo. Le Katanga, c'est une région du Congo qui, dans les années 60, a décidé de partir de leur côté, de devenir indépendant, ce qui ne s'est pas fait sans heurte. Et l'ONU a décidé d'envoyer une gang de casques bleus pour essayer de régler le problème. Et la BD, se passe à cette époque-là. Alors, on joue dans l'historique et dans la fiction en même temps. Alors, on va suivre une gang de mercenaires qui vont être engagés par le Congo pour aller récupérer les précieuses mines de diamants du Katanga. Et les personnages, ce sont des mercenaires et ils vont pas dans la dentelle. C'est super bien écrit au niveau scénaristique. On a une BD qui mélange bien les deux styles. C'est très violent, c'est très également dérangeant parce que la BD se passe en 1960, alors l'auteur n'utilise pas le mot noir, il utilise le mot qu'on ne peut pas dire parce que dans ces années-là, c'était ce mot-là. Et il va avoir un élément déclencheur dans le premier tome qui va faire en sorte qu'il va avoir un noir qui va tomber sur 30 millions de diamants. Et cette nouvelle-là, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Alors tout le monde va vouloir avoir ces diamants-là. Lui, il veut les garder. Les mercenaires qui sont envoyés là, ils se disent, nous, on va les prendre. Le Congo les veut. Les gens du Katanga les veut. Alors lui va devenir comme le noir le plus recherché de l'Afrique. Et tout va tourner autour de ça. C'est violent parce que les mercenaires, ils sont violents. C'est des gens qui n'hésitent pas à tuer enfants et vieux, pères, n'importe qui pour faire leur mission. Il y a un mélange de politique à l'intérieur de ça aussi parce que toute la partie qui se passe au Congo, on voit vraiment toute comment ce monde-là est affreux, comment ces gens-là sont des dictateurs sanguinaires qui sont prêts à te découper en morceaux si tu les écoutes pas. Si vous avez vu Le Dernier Roi d'Écosse, le film, c'est avec Forest Whitaker qui parle un peu de cette réalité-là. On la voit dans cette BD-là. Okay. Alors, une BD... un film aussi qui avait le film là, avec... ça m'échappe, je l'avais avant de te parler. Pas les rivières de sang, mais les diamants du sang. Ça ressemble énormément à ça aussi. Alors, on a une Afrique qui est extraordinairement bien dessinée par Vallée à l'intérieur de ça. Le scénario sublime, c'est très dur comme BD, mais c'est beau, c'est de la bombe. Le tome 1 avait été acclamé, le tome 2 est encore meilleur. Quand on parle d'une narration en BD et une mise en scène en BD qui est bonne, cette BD-là, c'est un exemple de ça. Okay. Les personnages sont vivants, on les sent bien. Tu sais où est-ce qu'une BD vient plus dure, c'est quand la BD elle nous frappe d'en face parce que c'est ça qui se passe pour vrai. Exactement. Puis là, on la sent, cette réalité-là, de l'Afrique qui est surexploitée par les Africains, par eux autres mêmes. Je veux dire, c'est ça qui est encore pire. C'est que oui, elle est exploitée par les Blancs, parce que c'est en 60. Il y a encore les Belges qui étaient en arrière de ça et tout ça. Mais les dictateurs qui sont à l'intérieur de ces pays-là, ce sont des Africains eux-mêmes. Alors, c'est des gens qui vont vraiment abuser de leur propre peuple pour leur poche à eux. Alors, c'est carrément abject. Et malheureusement, en 2018, c'est encore une situation qui est très, très actuelle. Alors, ça évolue pas. En parlant de ne pas évoluer... Rappelle-moi donc le titre. Katanga. Mais c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va le poster probablement plus tard sur le groupe, puis tu vas dire, oh mon Dieu, comment c'est bon. Mais je vais te dire, j'en aurais parlé. Ce qui m'arrive tout le temps, mais c'est pas grave. Tu vas-tu faire attention à l'avenir? Ben non, mais je fais pas exprès, j'ai une mémoire, j'ai pas une mémoire. Moi, je suis très visuel, moi. En parlant de trucs qui n'ont pas évolué, Air Libre a 30 ans aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, en 2018, Air Libre, c'est une collection chez Dupuis. Il est arrivé à une époque où on a eu une fusion, pas une fusion, mais une scission, j'en ai déjà parlé dans les années 70, mais il y en a eu également dans les années 80 chez Dupuis. On faisait beaucoup de BD qui étaient catégorie grand public, un peu plus jeune. Van-Am, à l'époque, partit cette collection-là, Air Libre, qui était plus adulte, plus contemporain, avec des auteurs qui sont allés chercher des histoires un peu plus sérieuses. Et elle a 30 ans cette année, alors c'est une super belle collection. Et à l'intérieur de ça, il y avait une BD qui s'appelait SOS Bonheur, de Griffo et de Van-Am. J'en avais déjà parlé, que je disais que c'était une des BD que je lisais le plus, parce qu'elle était très actuelle. On a le tome 2 qui est sorti, la saison 2. Alors, on retourne encore avec le même principe, une BD d'anticipation qui parle de sujets actuels
Et on va parler d'immigration, on va parler de planning familial encore une fois, on va parler de mariage forcé. Tout ça dans un contexte qui se passe aujourd'hui. Alors, toute la crise d'immigration qui parle de ça, tu lis ça puis tu te dis, oh mon Dieu, hein, on n'est plus dans l'anticipation, malheureusement, on est carrément dans la réalité. Alors, ça fait peur si tu le lis. Et c'est là que tu te rends compte que l'histoire qui avait été créée par Van Damme à l'époque est encore super actuelle aujourd'hui. Et, bon Dieu, c'est des BD qui te foutent le cafard. Parce que tu te dis, on n'évolue pas. Ça fait 30 ans plus tard, puis il n'y a rien qui a changé, puis ça rempire. Puis là, le scénariste va encore plus loin. Alors pour lui, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Puis tu te dis, on s'en sortira pas. C'est clair. Alors les gens qui sont dépressifs, ne lisez pas SOS Bonheur, parce que c'est sûr et certain que vous allez être encore beaucoup plus dépressif. C'est clair, on va finir palanté. Hein. En parlant de dépression, je terminerai avec mon Samétain. Ah, ok. Je partais pour dire, hey, si t'as encore un Samalume, barnac, là, change un peu. Je nommerai pas le titre du livre, je nommerai pas les auteurs et tout, mais il y a il y a une folie là, sur Internet, on parle souvent là, du tribunal populaire. Là. Alors, en France, il y a un petit livre qui est sorti qui parlait de la puberté chez les adolescentes. Et puis, c'était fait de façon un peu humoristique par un auteur qui nous présente 4 personnages. Et puis, il y a ces 4 filles, 4 de ses amies, donc c'est un peu autobiographique. Donc, il y en a une qui est plus coquette, il y en a une qui l'est moins, il y en a une qui est plus revendicatrice. Alors, on a les 4 personnalités typiques qu'on pourrait avoir chez les adolescents et le livre est sorti à peu près à 3000 exemplaires. Alors là, il y a eu comme Fatma là-dessus, là, une genre de crise existentielle de gens qui trouvaient que ça véhiculait des mauvaises influences. Le contenu du livre, je ne l'ai pas lu, je ne jugerai pas ça, mais 150 000 personnes qui signent une signature que le livre n'est pas bon sur 3000 exemplaires ou ce qui se fie sur 2-3 images postées par quelqu'un cité hors contexte. Je trouve ça excessivement inquiétant. Personnellement, moi, ça m'inquiète. Tout le côté tribunal populaire de Facebook, des pétitions, c'est inquiétant. Parce que tu peux ne pas aimer quelque chose. Tu peux le décrier. Tu peux dire ça n'a pas de sens. Mais le censurer et décider de dire que non, on le retire du marché. Ou, bon, parce qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. On va jouer sur les mots. Là. Il n'est pas retiré du marché, mais il ne sera pas réimprimé. Mais c'est tout comme pour un auteur. Là. Quand tu l'imprimes à 3000 puis il n'est pas réimprimé, c'est retiré du marché. Là. Mais moi, je trouve ça épouvantable. Et la censure n'a jamais été bonne conseillère. L'éducation est bonne conseillère. Tu peux trouver que ce livre n'a pas de bon sens, il fallait pas lire à tes enfants. Ou explique-leur pourquoi. Hein, je veux dire, puis là, je juge pas le livre. Peut-être que le livre, effectivement, n'a pas de sens, mais jamais, moi, je vais mettre un livre à l'index. Jamais je vais demander de retirer quelque chose parce que je n'aime pas ça, puis que j'ai décidé que c'était pas bon. Il y a des tribunaux encore dans notre justice. Il y a encore des gens qui sont formés pour prendre ce genre de décision-là. Je pensais pas... Ouais, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Non, je sais, mais je pensais pas voir ça en 2018 encore, ce côté censure-là. Ah non. On revient à la chasse aux sorcières avec les torches. Écoute, on retourne dans le Moyen-Âge, mais c'est un Moyen-Âge technologique. C'est épouvantable tout ce qui peut arriver de mal avec ces médias sociaux-là. C'est plate parce qu'il arrive du bien aussi. Mais quand ça, je le répète, là, j'ai pas lu le livre. Alors peut-être qu'effectivement ça n'a pas de sens. Mais on arrête là. On arrête de le juger sur la place publique. Tu peux pas juger de quelque chose que tu n'as pas lu. En partant, là. En passant, juste comme ça, là, si on commence à juger des affaires de même, là, c'est comme si on va dire. Ça finira plus. Non, c'est parce que tu peux pas dire, OK. Je vais te mettre ça bien plate, là. Mais moi, Céline Dion, là, je l'aime pas. Je trouve pas qu'elle chante bien, tout ça. On va retirer ses disques. Bon, est-ce qu'on va retirer ses disques? Mais parce que moi, j'écoute du métal, puis Céline Dion, elle rentre pas pantoute dans mes cordes. Mais t'as le droit de pas l'aimer, puis t'as le droit de le dire. Ben oui, mais, tu sais, je veux dire, à quelque part, même si je dirais que c'est pas bon ce qu'elle fait, moi, je trouve ça comme ça. Puis, mettons, là, ou du genre, regarde, on va le mettre encore plus droite que ça, là. Dans le temps que M. Lovecraft a fait comment est-ce qu'il a été dénigré tout ça, puis comment est-ce qu'il a été ramassé maintenant,
C'est-tu des œuvres, rien qu'un peu? Ouais, puis il y a encore des gens qui disent qu'il était raciste, comme Howard d'ailleurs, qui disent qu'il était raciste, puis sexiste, puis misogyne, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais de l'art, c'est de l'art en passant. Mais bref, ça me fait suer rare parce que moi, je travaille avec les livres, je travaille avec les gens. Puis c'est pas vrai que je vais commencer à censurer les livres parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire t'as peu, là, il y a une paire de seins ou une paire de fesses dans ton livre. Pourquoi tu veux pas dire le titre et l'auteur, parce que je l'ai pas lu, j'en parlerai pas. Là. Moi, je parlerai pas d'un livre que je connais pas. Là. C'est la situation que je déplore, malheureusement. Tu veux pas donner de... Non, je veux pas. Je parle pas de quelque chose que j'ai pas vu. C'est au même titre, Martin, là, que tu dirais que ce couple-là est raciste parce qu'ils dansent tous les deux, puis c'est deux blancs. Ils sont racistes, il aurait pu avoir un blanc et un noir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si je parlerais de Justice League en disant que ce film-là est pourri puis que je veux qu'il soit retiré du marché, puis je l'ai pas vu. Les seules affaires que j'ai vues, c'est des extraits que Martin aurait mis, mettons, sur la page Facebook. En quoi, moi, je suis... Genre un gars qu'on dirait qu'on lui a enlevé la moustache. Ouais, c'est ça. Okay. Mais je peux pas en parler, je l'ai pas vu. C'est complètement ridicule. Même dans le contexte, c'est pas bon. Puis 150... Une signature, une pétition de 150 000 personnes pour un livre qui ça a l'air facile de faire des pétitions. 3000 qui a été publié à 3000 exemplaires. Il ne va pas faire à croire que ces 150 000-là ont lu le livre. Non. Hein? Wow. Mais ils sont tous scandalisés. Mais Mais en passant... Et ça n'a rien à voir avec le féminisme, ça n'a rien à voir avec le contenu du livre. Ça a aucun... Mais ça, c'est le concept que j'aime pas. Ça, c'est quelqu'un qui embarque un autre dans son bateau, puis qui embarque un autre dans son bateau. Nous sommes dans l'ère de l'outré. C'est ça. Je moutre. Ça en prend juste un. Mais ça, c'est un peu comme l'affaire de Star Wars où tout le monde signait parce qu'il voulait pas la finale de l'épisode 8 pareil. Mais encore là, ça, c'était peut-être du monde qui au moins avait vu le film. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, mais c'était ça, mon petit... Ça reste que les gens sont très facilement influençables. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, Marc, il met le doigt dessus. C'est la facilité d'être assis derrière un clavier. C'est la facilité de se cacher derrière son crayon. Bon, j'irai pas au front, de toute façon. Regarde, je vais être à travers d'un paquet de noms. Ça paraît un nom à travers des 150 000, il n'y a rien d'autre. C'est facile de prendre une image hors contexte aussi puis de faire dire ce qu'on veut. Mais moi, je suis convaincu qu'on est à l'aube de l'ère du hashtag fuck you. Excusez de le dire comme ça, là. Mais c'est sûr que pour l'exemple que Marc donne, l'auteur aurait bien beau dire fuck you. Mais si l'éditeur le dit pas, lui avec. Voilà. Ou comme on en a vu dans Like Moi, il y a juste à mettre une petite face de chat puis c'est une joke. Ouais. Après son fuck you, tout va bien passer. Exactement. La meilleure façon de pouvoir envoyer chier le monde sur nos réseaux sociaux. Le balancier, Marc, va repartir de l'autre côté. Je sais pas dans combien d'années, là, mais l'art de détruire une œuvre en quelques minutes. On est par du monde qui l'ont même pas vu. Hein, oui, on est dans les haters, comme je disais, les fake news haters, et puis ainsi de suite. Absolument. Moi, mon ça m'allume est pas mal aussi mon ça m'éteint, mais je vous explique pourquoi. Ce qui m'allume, c'est Shazam. Ouais. Pourquoi ça m'allume? Parce que pour moi, Shazam, il est kitsch. OK? Moi, là, je ne connais pas le Shazam d'aujourd'hui. Mais il est comme ça. OK? Bon, moi, là, c'est... Le Shazam que j'ai connu, là, c'est à l'époque de Fawcett Comics. C'était même pas un héros de DC. OK? Fawcett a été racheté par DC, mais c'était Shazam, le Superman d'une autre compagnie. Là. OK? Donc DC l'a racheté par après. Mais moi, là, c'est un flot de 14 ans qui vend des journaux au coin de la rue, qui descend dans une bouche de métro, qui rencontre un prophète qui dit... Prononce ce mot-là, puis tu deviens un adulte bourré de super pouvoirs. Donc, pour moi, qu'on mette Shazam rouge flash avec un gros éclair, que ce soit un film qui ressemble au Masque, à Espion en herbe et à La course aux jouets, moi, ça me dérange pas, là. Pantoute. C'est ça. OK, pantoute. Faut que ce soit nono, là. Le gars de 14 ans, il se retrouve avec un corps d'adulte capable de gagner Monsieur Univers. Ah, mais il garde sa mentalité de 14 ans. Exactement. Donc, il voit des filles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer devant eux autres en volant puis en montrant ses biceps. Et voilà. J'espère qu'il va avoir le personnage, le tigre qui parle là-dedans. Là. Moi, dans les vieux comics, il y avait ça. Sûrement. Avec Sivana, le prof Sivana. Là. Mais ce qui m'éteint, c'est qu'il y a possibilité que Henry Cavill en Superman fasse une apparition dans Shazam. Ah non. Qui ça?
L'art de détruire. Celui qui avait une moustache, là. Non, oubliez ça, le DCEU, là. Attachez pas Shazam à ça, faites-en une parodie de super-héros, ben le fun, ben popcorn, OK? Donc, mettez-moi pas Superman là-dedans, là. Moustache ou pas, là. Tu vas décrocher. Non, Mais on dirait que Superman, c'est le personnage le plus important pour eux autres. Faut qu'il soit dans tout. Ben, en tout cas, ils nous l'ont pas prouvé à date que c'était pour le plus important pour eux autres, là. Et autre samétain, mais en fait, c'est un samétain, oui pis non, là. Le teaser du film Jean-Christophe. Christopher Robin en anglais. Je vous l'ai dit tantôt, chuchochote. J'ai vu le teaser. Je savais en partant que c'était Jean-Christophe, le Jean-Christophe de Winnie l'ourson, Christopher Robin en anglais. Je voyais que c'était Jean-Christophe plus vieux, puis il a donc des problèmes, puis là il est assis sur un banc de parc, puis qu'est-ce que je vais faire? J'entends la voix de Winnie l'ourson qui dit peut-être t'as besoin d'aide ou quelque chose comme ça. C'est fini, Jésus plein d'eau. Et j'ai pas vu. Il se retourne, Winnie, il est là, mais là, il est vrai, là. C'est le vrai Winnie l'ourson. T'en fais un samétain? Ben, parce que je sais que ça va être une histoire de jouet 3, là. Oui. Je veux pas aller voir ça. Ça va être un mélange entre voyons, c'était Capitaine Crochet. Où Peter Pan est plus vieux là, avec Robin Williams et Histoire de jouets, parce que à la base, Winnie l'ourson n'existe que dans la tête de Jean-Christophe. C'est Histoire de jouets, là, eux autres, c'est des jouets, ils ont vraiment une vie quand t'as le dos tourné. C'est ça. Mais Winnie l'ourson n'existe pas si Jean-Christophe pense plus à Winnie l'ourson. C'est ça. Fait que là, Winnie l'ourson, en fait, il revient, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il reparte. OK? Non, je ne vais pas voir ce film-là. Je me doute. Jean-Christophe, on le voit dans la bande-annonce, c'est une petite fille. Il va lui apprendre qui est Winnie, puis il va vivre dans sa tête, dans la tête de sa petite fille, là. Mais non, ça va être encore là, t'es plus un enfant, t'es rendu un vieil adulte rabougri, et tu devrais retrouver l'enfant qui est en dedans de toi, là. Comment relancer une gamme de jouets? Comment tourner le fer dans la plaie d'un vieux mononcle comme moi aussi, là. Mais ils m'ont eu encore. C'est maudus de Disney à marde. L'Empire du Mal. C'est ça, exactement. Visionnaire. C'est eux autres qui font Tomb Raider, Disney? Non. Non. Okay. Non. Ok, j'ai vu la bande-annonce pendant Black Panthers. Ouais. Ben, moi, je vais le voir avec mes filles. Goodness. Je vais le voir. Ben, ça va être Tomb Raider. Ouais. Moi, mon fils m'a dit, je vois le jeu. Ouais. Ben oui, effectivement. Moi, j'ai surtout entendu des répliques très, très, très... intelligentes? Non, pas profondes. Mais ce n'est qu'un teaser. Mais de toute façon, moi, je vais pouvoir vous en parler. Je vais aller le voir avec mes filles. Visionnaire, ça m'allume, ça m'éteint. C'est un peu pour là. Peut-être. Oui, ça doit pas être pour les jeunes enfants. Non, Mathie est de bonne heure. Mon ça m'allume. Écoute, je m'en cacherai pas. Je vais voir quelques autres. J'écoute quelques autres podcasts. Quoi? Tu nous trompes. Effectivement. Ils sautent la clôture podcastique. Ben, en fait, je vais voir de temps en temps ailleurs ce qui se fait ailleurs pour nous comparer un peu qu'est-ce qu'on fait nous par rapport aux autres ici, en termes de qualité, en termes de discussion, en termes de choix de sujets. Et qui sont les meilleurs des moins pires. Hein? Ben non, dans le sens qu'ils sont tous moins pires que nous autres. Ouais, c'est clair, là, ça. Sauf que je suis tombé sur les GG comiques. J'imagine que c'est les grandes gueules comiques. Marc, t'es-tu au courant un peu? Non? OK. C'est avec notre ami Michel Dracnir. Et ils ont fait un podcast numéro 34 comme sujet, les personnages ressuscités. C'est-tu une bonne idée? Et j'ai trouvé ce podcast-là très intéressant par rapport à son sujet, tout la résurrection de certains personnages. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter ça. J'ai appris des choses. C'était vraiment intéressant.
Et j'aimerais éventuellement qu'on fasse, à la manière du podcast des Crinqués, un genre de podcast de cette manière-là, genre la mort et la résurrection des personnages. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose dans nos 4 sphères. Ça serait pas trop dur pour Red. Dans tous les jeux vidéo, il meurt puis il ressuscite. Oui, ça s'appelle du respawn. Donc, les Jésuites comiques numéro 34, excellent podcast que j'ai vraiment bien apprécié. Vous pouvez l'écouter, vraiment très intéressant. J'ai pas la prétention de dire qu'on est meilleur que les autres, là, mais si en écoutant les autres, on peut s'améliorer, go, let's go. Là, ça m'éteint. Marc n'a effleuré un petit peu au début. C'est concernant Infinity War. Il y a eu une annonce comme quoi les motivations de Thanos étaient un petit peu différentes de celles de la BD d'Infinity Gauntlet. Et là, ça a parti en peur. Wow, on se calme, là. C'est premièrement, ça. Là, il va être chochotte, là. C'est ça. Là, premièrement... La BD date de 1991. On est rendu à 2018. On peut-tu évoluer un peu? On peut-tu faire une histoire un peu plus actualisée que trop rester avec cette histoire de la mort de la BD? Là, c'est ça. Puis même à ça, 1991, je me demande si c'est pas la réédition en français, parce que me semble que c'est très années 80. Ouais. Mais c'est une chochotte, Thanos. T'sais, il fait ça pour prouver son amour à la mort. C'est pas chochotte que ça. Là. Hey, tuer la moitié de l'univers avec claquer les doigts pour prouver l'amour que t'as envers une femme. Hey, on est dans l'émission de Dallas, là. Ouais, non, c'est ça, là. Mais moi, ce qui m'éteint là-dedans, c'est que... Là, ça fait... un peu, là, mais... Non, mais ce qui m'éteint là-dedans, c'est que les gens réagissent par rapport à ça. Je dis, arrêtez, là. Et comme je dis, évoluer. Ouais, mais ça, c'est un peu à la base du crinqué, ça. Ouais, passion. Si je sais. Mais si je prends l'exemple du film Civil War, si on fait la comparaison avec la BD, c'est légèrement différent. C'est pas nécessairement pareil. On a fait une libre adaptation. Ça a marché. Ça a plu aux gens. L'essence, c'était quand même là. Oui. Mais bon, on n'avait pas tous les personnages. Mais c'était pas nécessairement le cas de Age of Ultron. Non. C'était pas pantoute comme la BD. C'était mauvais. C'est ça. Mais moi, ce que je dis aux gens, attendez donc là, de voir le film. Je le dis tout le temps, attendez de voir le film. Faites votre propre opinion après. C'est trop facile de critiquer avant. C'est à peu près le même principe que Star Wars il y a eu dernièrement. Là, les haters là, sont rendus après Infinity War. On dirait quand c'est des gros films qui vont probablement marcher pogner, on dirait qu'on se prend un plaisir de les planter. Ça marche pas. Ben oui, mais ça, c'est la haine du mainstream. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Les gens, ça empêchera pas les gens d'aller voir Infinity War. Ça va pas empêcher les gens d'aller voir Star Wars. Les gens sont capables de faire leur propre opinion. Mais rire, parce que Thanos a pas les mêmes intentions. Scandale. Non, c'est pas un scandale. Les frères Rousseau, les réalisateurs, ils ont comme voulu adapter. Puis attendez-vous pas à aller voir le Wolverine. Il apparaîtra pas dans le film. Là, les gens comme dans BD, là, non, il sera pas là. Ça va être complètement différent de l'histoire. La base va rester. Je veux les 4 fantastiques. La base va rester la même, mais ça sera pas la même histoire. Mais il y en a que ça va les insulter parce que c'était pas. Il va botter des culs pareil. Oui, la base reste la même, mais... Puis il va claquer des doigts à la fin. Puis ça va recommencer dans l'autre film. Puis honnêtement, attendez-vous pas que ça se termine comme dans BD où il devient un simple travailleur. Fermier. Un fermier, là. Ça se peut, là. Ben non, mais à la fin du 4, pas à la fin du 3. Ouais, je suis pas sûr, moi. Non, à la fin du 3, il claque des doigts. Tout le monde meurt. La moitié puis l'écran devient noir. Mais bon, regarde, attendons de voir le film. Puis après, vous pourrez dire ce que vous voulez après avoir lu le film. Si c'est bon, si c'est mauvais, si ça va vous insulter. Mais là, on fait ça avant le film. Là. Il va y avoir la moitié de la salle qui va mourir. Ah, peut-être. Parce que c'est la moitié de la population de l'univers. Donc, il y en a 2 ici qui vont crever. Faites vos choix. Ça sera pas moi. Non. Voilà, c'est tout, c'est complet. Ben, Red the Gamer. Ben, moi, j'ai fait le call avant, fait que vous organiserez tous les 3, mais moi, je creve pas. On va tirer ça à pile ou face. Ça m'allume, ça m'éteint. Pas de ça m'éteint. OK. Moi, ben, j'ai décidé qu'il n'y avait pas cette semaine parce qu'il n'y avait pas. J'étais en vacances, puis c'est beau. Premier, ça m'allume. Vous allez me trouver gaga, là, mais mon nouveau casque d'écoute
qui garde, c'est juste une bombe, là. Gaga. Ouais, non, c'est parce que je l'ai essayé hier, entre autres sur Destiny. Puis j'ai entendu des affaires que j'avais jamais entendues avec l'autre. OK. Puis ben quand je dis c'est rien parce que dans le fond c'est de la manière qui est faite puis tout ça là, non il est vraiment hot. Sinon Metroid Samus Return que j'ai joué beaucoup cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai envie de le faire au complet avant de vous faire un topo Red Level. Je vais vous en faire un, ça c'est clair là. C'est un jeu qui m'accroche beaucoup. Puis mon gros ça m'allume. Puis j'ai hâte au Comic-Con de Montréal parce que je veux lui reparler. Puis sinon on va y parler avant pendant un podcast, quelque chose comme ça. Thierry Labrosse, tu connais très bien Pepperman. Thierry qui a fait une BD que je suis en train de lire présentement en tout cas il fait plusieurs BD dont une qui s'appelle AB, ben je sais pas si je le prononce bien là, mais Abe Irato, c'est Abe ou AB Irato, Abe Irato, bon, qui va être publié ou qui est publié aux US, OK, qui aux États-Unis, qui est rendu là-bas. Fait que ça je trouve que c'est un très gros must, c'est en tout cas à mon goût à moi là, puis j'ai juste hâte de voir un tome 4 sortir à un moment donné, ça serait bien, mais j'espère pas trop, mais bon, mais sinon ben c'est pas dans les plans pour l'instant. Ouais non, mais de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais aller ça c'est officiel, je vais au Comic-Con de Montréal début juillet. Première fin de semaine de juillet, probablement avec mes cocottes. Puis, dans le fond, je m'enligne pour aller là-bas. C'est clair que Thierry va être là. Au pire, je vais aller le teaser. Puis, s'il parle de pas sortir de tome 4, je menacerai de quoi, là. OK. Garde, là. C'est assez clair. Non, ben, garde, il faut ce qu'il faut. Puis, si on est chanceux, ben, on va peut-être avoir des nouvelles aussi dans une galaxie près de chez vous. Avec d'autres dessinateurs. Mais bon. Mais chapeau pour Thierry qui perce avec ça. On a quelque chose de hot là. Fait que c'était ça cette semaine. T'as parlé de tes cocottes. Si on a fait un épisode des Simpsons... Ils ont besoin de l'écouter parce que c'est une demande spéciale d'eux autres. Ouais. Dans 2 semaines... Là, il y en a 2 ici qui le savent de quoi on va parler, mais je vais l'apprendre aux 2 autres. Dans 2 semaines, ce sera le podcast avant la sortie de Player One. Ouais. OK? Donc, on fait ça le 23. Player One, c'est le 30. Nous parlerons de réalité virtuelle et augmentée. Ouais. Pas de problème. Ça va être le fun. Ça va être... T'as-tu hâte, Paperman? Ouais. Il y a certains trucs là-dessus. Dis-la ta face. C'est ça. Non, je pense qu'on fait le podcast avec Paperman qui a un casque de réalité virtuelle. Non. Non, moi, je n'ai entendu parler. Ah, OK. D'ailleurs, Ready Player One ont mis en ligne là, pour le VR là, des animations sur le film en réalité virtuelle. Alors, pour les gens qui ont des casques en réalité augmentée, allez voir la page Facebook de Ready Player One. Puis vous pouvez télécharger ça, puis vous pouvez utiliser ça avec vos téléphones avec vos casques. C'est hot. Donc, l'épisode sera pas en réalité virtuelle, par exemple. Mais on pourrait essayer de le faire en réalité augmentée. Augmentée? Ben, peut-être. Non, Marc travaille fort là-dessus. Non, c'est parce que moi, c'est de le voir, là, tu sais, tout tranquille dans son micro. Non, ça va. Ça se passe qu'il a trop pensé. Non, il n'aura pas de problème avec des versions imprimables en 3D de chacun des podcasteurs de l'émission. Non, là, j'exagère un petit peu. Là, on n'a pas été scanné en 3D. Hey, j'ai un gros samétain. OK, bon. Pas samétain, ça m'allume. J'ai peur. Non, un très gros ça m'allume. OK. Je vous en avais parlé la dernière fois pour vous dire que il y avait le document de Kraken pour le jeu sur le terrain. Cette semaine, on a eu notre dernière réunion pour le comité virtuel. Et notre document, on le met en ligne la semaine prochaine. OK. Fait que pendant la semaine prochaine, on a notre dernière réunion officielle avant la sortie. Fait que d'ailleurs, il va falloir que je parle avec Pepperman pour une histoire là-dessus. Mais on se garoche la semaine prochaine. Okay. C'est un très gros samalume pour les joueurs parce que ça va être si vous voulez que votre personnage fasse quelque chose entre les GN,
ça va être la place. Donc, on dit d'ici le 16 mars. Ouais. OK. Bon, on se reparle bientôt, épisode 45.